La question, c'est la suivante. Est-ce que vous n'êtes pas, comme moi, de plus en plus fatigué par votre propre impuissance? Je pose une question qui va presque de soi. Vous comprenez évidemment où je veux en venir d'emblée. Est-ce que vous n'êtes donc pas de plus en plus là, de ce sentiment que les dés sont pipés, que le spectacle politique n'est qu'une diversion? En ce moment, c'est particulièrement flagrant. Donc, dans ce qui va suivre, on va essayer d'aller au-delà de la plainte, au-delà de la complainte, au-delà des chouineries. Nous allons démonter la mécanique du pouvoir. Oui, oui, rien que ça, je vous promets que c'est ce que je vais essayer de faire là, histoire de reposer un certain nombre de fondamentaux. Et je vais poser donc 10 jalons pour nous aider à passer, enfin, évidemment, nous aider là, pas tout de suite maintenant, mais qui rentre dans un raisonnement plus vaste, qui est celui de l'action dans laquelle je m'inscris, avec tous les problèmes qui vont avec, par le lancement d'un mouvement citoyen, etc. Donc, 10 jalons pour se donner, on l'espère, les moyens pour passer de la servitude à la souveraineté. Voilà, donc c'est pas une analyse de plus, c'est un manuel de combat qui est en train, évidemment, pas seulement ce soir, mais de s'amorcer, de se mettre en œuvre. Parce que oui, quand on crée un mouvement, on a des plans d'action qui eux-mêmes découlent d'un effort de réflexion stratégique. On est bien d'accord ? Bon. Alors, nous allons commencer par l'acte le plus fondamental. Et je vais faire d'abord ce petit exposé avant qu'éventuellement on échange. Je voudrais vraiment d'abord poser ça là. Il y a 10 points. Là, je vous offre le premier point en espérant qu'il vous donnera peut-être envie d'approfondir. On va commencer donc par l'acte le plus fondamental, qui est quoi ? Qui est celui que toute armée, n'importe quelle armée, entreprendrait avant de livrer une bataille quelconque. Identifier l'ennemi. Parce que notre drame aujourd'hui, c'est que nous menons une guerre dans le brouillard le plus total. Nous tirons sur des ombres, nous nous épuisons à combattre des épouvantails politiques que le système remplace à chaque saison, comme de vulgaires mannequins de vitrine. Nous maudissons alors le président, nous vilipendons les ministres, nous nous indignons contre les députés, et puis en faisant cela, nous nous trompons de cible. Je ne vous dis pas qu'ils ne sont pas détestables, je ne vous dis pas que je n'ai pas envie moi aussi de les voir partir, mais on se trompe non seulement de cible, mais on se trompe aussi d'époque. Voilà la réalité. Je m'explique. Nous continuons à jouer une partie d'échecs nationale, alors que notre adversaire, lui, a changé de jeu, il a changé de dimension. Il joue à l'échelle planétaire. Et il a retourné l'échiquier d'ailleurs. Donc oubliez la bonne vieille, par exemple, ce n'est qu'un exemple, mais oubliez la bonne vieille querelle gauche versus droite. Oubliez la lutte des classes même. Ces concepts étaient utiles au XXe siècle. Et aujourd'hui, ce sont des pièges sémantiques qui nous empêchent de voir la réalité. Le diagnostic est beaucoup plus brutal, beaucoup plus radical. Nous sommes entrés dans une véritable guerre de sécession. Une nouvelle noblesse, vous le savez, s'est constituée, une caste, comme on a tendance à l'appeler, qui n'est plus définie par le sang, ou l'héritage immédiat, mais par la cooptation, par l'appartenance à un réseau, un ensemble de connexions, de réseaux à plusieurs échelles. C'est ce que d'ailleurs l'essayiste Christopher Lasch, dont on parle souvent, c'est d'ailleurs ce qu'il avait prophétisé en 1995, pour vous dire que ça remonte déjà, dans son livre Testament, La révolte des élites, vous savez. Cette caste, donc, c'est une hyperclasse apatride. Son territoire, c'est plus la France. Son peuple, c'est plus le peuple français. Son territoire, c'est un archipel de métropoles mondialisées, de forums économiques, de fondations philanthropiques et de conseils d'administration. Et sa langue, c'est quoi ? C'est le globish. Son serment d'allégeance ne va pas à une constitution, mais aux lois du marché mondialisé et aux dogmes d'une idéologie complètement hors sol, complètement déconnectée de nous, bien sûr. Cette noblesse a donc fait sécession. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle ne partage plus du tout notre destin. Nos frontières, évidemment, sont à la fois, on l'aurait espéré dans le passé, des protections pour nous, mais elles sont aussi potentiellement des contraintes. Bon, mais pour eux, ce sont des opportunités pour cette noblesse. Nos lois sont aussi tantôt des facteurs de protection, tantôt des fardeaux pour nous, mais pour eux, c'est quoi ? C'est des variables d'ajustement pour des algorithmes financiers. Nos cultures sont des obstacles à l'uniformisation du marché global de cette noblesse. Et nos politiciens, donc me direz-vous dans tout ça, ils sont devenus les gouverneurs de province de cet empire qui n'a pas de centre, vous comprenez ? Des intendants, des fondés de pouvoir, dont le rôle n'est plus de représenter la volonté du peuple, mais d'adapter en quelque sorte
les normes édictées ailleurs, hein, d'accord, qui ont été édictées dans d'autres environnements, dans d'autres sphères, de les appliquer, de les adapter au territoire qu'ils administrent, hein, benoîtement. Bon, comprendre ça, c'est terrifiant quand on s'y met vraiment. On est tous passés par là. Je pense que ceux qui êtes là, vous le savez déjà. Mais vous savez aussi que c'est incroyablement libérateur. Parce que ça explique tout. Et ça nous permet justement d'expliquer ce sentiment d'impuissance que l'on ressent au départ sans l'avoir forcément nommé. Cette espèce d'impression que notre bulletin de vote, c'est comme un caillou qu'on jetterait contre un porte-avions. Vous ne votez plus pour le capitaine du navire d'ailleurs. Hein, vous votez pour le chef de cabine. Le cap, quant à lui, hein, le cap de ce gros bateau, de ce gros paquebot, il est décidé très loin d'ici. Hein, on en est complètement exproprié de ce processus de décision, évidemment. Complètement dépossédé. La première étape donc de notre reconquête, c'est quoi ? C'est un acte d'intelligence élémentaire. C'est que donc, il faut que l'on nomme l'ennemi et que l'on fasse un effort donc, pour cartographier ce pouvoir réel. Alors, et qu'on se demande qui sont-ils ? Comment fonctionnent-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Quels sont leurs lieux de pouvoir, leurs relais ? C'est un travail de renseignement citoyen. Et quand je dis renseignement, on a évidemment intérêt à coopérer. Quand je dis un travail de renseignement, je peux vous garantir qu'il gagne à être évidemment collaboratif, mais ça vous le voyez tous les jours. Il suffit d'être sur X et de voir les citoyens lumineux qui partagent généreusement leur temps, leur énergie, pour que nous ayons accès à ce travail de renseignement. Bon. Mais c'est l'acte fondateur de toute résistance sérieuse. Cessez de regarder le doigt, comme le font beaucoup, pour enfin voir la lune que l'on vous montre. Hein. Cessez de maudire la marionnette, mais enfin identifier le marionnettiste. Moi qui suis dans les ripostes aux ingénieries sociales, je vous dirais, cessez de nous en prendre à la mauvaise qualité de l'histoire, hein, qu'on appelle le narratif, et identifier les scénaristes, d'accord ? Bon, d'où ma question sur ce premier point. Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir les yeux et à regarder la carte du véritable pouvoir ? Même si ce que vous allez évidemment découvrir est infiniment plus redoutable que tout ce que vous aviez pu imaginer. Cette question-là, je ne la pose pas aux gens qui sont ici, sur ce direct avec moi, parce qu'on se connaît depuis longtemps. Mais essayez de la formuler auprès de votre environnement immédiat. Vous savez, ces parents qui commencent à réaliser que quelque chose cloche et que l'avenir de leurs enfants est en danger. Essayez de tenter le coup, vous allez voir, c'est pas facile, hein, mais essayez de commencer par leur poser cette question-là. Êtes-vous prêt à ouvrir les yeux ? Voilà. On a réfléchi à la nature de l'adversaire, d'accord ? Maintenant, il faut que l'on fasse l'effort de comprendre sa plus grande force, son arme la plus redoutable. Et cette arme n'est pas une armée. Ce ne sont pas des chars. Et contrairement à ce qu'on pourrait dire, c'est pas seulement des milliards, même si les milliards, ça joue beaucoup, évidemment, les banquiers qui les soutiennent, etc. On va enfoncer des portes ouvertes. Mais je veux attirer votre attention sur une arme invisible, silencieuse, qui opère à l'intérieur de notre propre crâne. C'est la capacité à définir la réalité elle-même. Je parle souvent de ce spécialiste de la communication, Paul Václavic, qui a travaillé dans l'école de Palo Alto, qui fait partie des héritiers, vous savez, les pères fondateurs de la cybernétique, donc des gens qui sont dans la manipulation. Il a écrit un bouquin qui était titré « La réalité de la réalité ». Donc, ces gens-là, par leur méthode de communication et en s'inspirant des méthodes issues de la cybernétique, sont capables de fabriquer donc cette arme que je disais silencieuse, qui opère à l'intérieur de notre propre crâne. C'est la capacité donc à définir la réalité elle-même, à l'insuffler en nous. Alors évidemment, quand je dis en nous, certainement pas les gens qui sont là sur ce direct. Je parle globalement de la majeure partie de la population qui, pendant un temps, s'est laissée manipuler. Alors évidemment, tout ça ne dure pas. Il y a une forme de maturation, une forme de, je dirais, de montée en gamme de la riposte, et on est capable de s'en affranchir. Mais je veux quand même continuer d'attirer votre attention sur, et ça c'est mon deuxième point, hein, on va l'évacuer, on parlera d'autres choses après, mais il faut quand même le reposer là sur la table parce qu'on ne pourra pas échapper à cette dimension du combat qui nous est mené. Parce que cette guerre que nous subissons est avant tout donc ce qu'on appelle une guerre cognitive, pour ceux qui n'étaient pas à l'aise avec qui ne connaissaient pas le jargon, on va dire, des gens du métier. On peut appeler ça aussi une guerre de l'information. Et en tout cas, c'est une guerre pour le contrôle de notre imaginaire. Le pouvoir globaliste a compris ce que tous les empires ont su d'ailleurs avant lui pour dominer un peuple durablement. Il ne faut pas simplement contrôler ses frontières, il faut coloniser son esprit. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Par deux mécanismes principaux. Le premier, c'est l'ingénierie sociale, je l'ai nommé comme ça. Rappelez-vous, hein, il y a encore 2-3 ans, quand j'employais l'expression ingénierie sociale, plein de gens me tombaient dessus en me disant « Oh là là, emploie pas des mots compliqués, Fred et tout ». Mais ça y est, fort heureusement, maintenant vous avez de plus en plus d'éditorialistes, de plus en plus donc de journalistes qui en parlent. Ça me fait vraiment du bien parce que j'ai un petit peu moins l'air d'un martien. Mais bon, continuez, en ce qui vous concerne, si vous êtes un petit peu branché sur ces sujets-là,
à vous intéresser et à intéresser les autres donc à cette notion d'ingénierie sociale, c'est-à-dire cette manipulation à grande échelle, ce qu'on pourrait d'ailleurs appeler aussi la fabrication du consentement. Mais pas seulement, parce que par ingénierie sociale, on fabrique du consentement, mais on fabrique aussi de la fragmentation, on fabrique aussi des oppositions imaginaires, enfin plein de choses. En tout cas, c'est ce que, pour ceux qui aiment bien aller creuser les sources, c'est ce que Gustave Le Bon, dès la fin du 19e siècle, avait analysé donc dans sa fameuse Psychologie des foules, le titre de son ouvrage. Il avait compris qu'un individu, une fois plongé dans une foule psychologique, comme il l'appelle, perdait naturellement, spontanément, la plupart du temps, son esprit critique, sa capacité de raisonnement, et il devenait une sorte, je dirais, d'automate mu par des slogans, par des émotions. Aujourd'hui, cette foule, ce sont les médias de masse qui l'entretiennent dans cette illusion, dans cette guerre informationnelle, évidemment. C'est aussi les réseaux sociaux qui sont, vous l'avez vu, énormément manipulés. Et là, je le répète souvent, on est au bord d'une apocalypse cognitive dans les réseaux sociaux parce que les persona management software, qui sont des outils qui permettent de faire fonctionner des fausses foules, qui sont maintenant de mieux en mieux motorisées par les intelligences artificielles à tel point que vous parlez parfois avec des robots et vous ne le savez pas. Bon, là on est vraiment à la veille de voir ce phénomène exploser. Eh bien, cette foule est donc créée par tout ça. Je répète, les médias de masse, mais aussi les réseaux sociaux de plus en plus manipulés et corrompus, évidemment. Et ces gens-là, donc, ne vous donnent pas des ordres. C'est ce qui fait que vous ne pouvez pas dire regardez la pression tyrannique et dictatoriale que nous subissons objectivement. Non, c'est bien plus subtil. Il crée une sorte de consensus apparent, une illusion d'unanimité sur un certain nombre de sujets qui isole ceux qui ne pourraient pas, évidemment, qui ont peur de moufter. Il culpabilise et il terrorise quiconque oserait penser différemment. Je ne vais pas vous refaire tout le récit du Covid. Maintenant, vous connaissez par cœur, surtout ceux qui sont là. Mais on est dans le fameux « tout le monde pense que », vous savez, cette espèce de petite manipulation à deux balles qui consiste à dire le faux argument d'autorité. Mais en fait, c'est aussi le début de toutes les tyrannies. Elles sont toujours dans cette espèce de mécanisme de faire croire qu'il existe un assentiment populaire autour d'elles. Évidemment, là, il n'a jamais été aussi bas, cet assentiment, ni aussi nu, ni aussi ridicule, ni ubuesque, mais vous pouvez voir avec d'autant plus de clarté maintenant et un petit peu de recul, justement, ce qu'on a subi ces dernières années. Alors, le second mécanisme, et là c'est loin d'être fini, c'est le contrôle du langage. On va encore être, je dirais, obligé de citer les concepts orwelliens. George Orwell, dans son chef-d'œuvre de 1984, c'est presque galvaudé maintenant à force d'en parler, mais rappelez-vous, il avait baptisé cela la novlangue. Le principe est simple. Pour rendre une pensée hérétique impossible, il suffit de supprimer les mots qui permettent de la formuler. La guerre cognitive, donc, c'est aussi une guerre de vocabulaire. Alors, exemple, des mots comme patriote sont devenus suspects, enracinement devient synonyme de repli sur soi, souveraineté, c'est presque un gros mot. Et à l'inverse, des concepts flous et finalement à visée totalitaire sont imposés. Un type, le vivre ensemble, la bienveillance, l'autodétermination pour ce qui est lié aux enfants qu'on veut accompagner dans leur transition dès l'âge de 6 ans. L'inclusion aussi, la diversité, bref, tous ces mots qui sont incroyablement bullshitesques et avec lesquels on a gavé monsieur et madame moyen, alors qui encore une fois ne sont pas là ce soir. Tout ce que je vous dis là, vous, ça ne vous surprend pas, parce que sinon vous ne seriez pas là. Peut-être qu'il y aura une ou deux personnes qui passent là par hasard, auquel cas tant mieux, mais elle aura du mal à croire ce que je lui dis. Vous ici, vous avez quand même pas mal de recul déjà. Et donc ces mots, c'est pas des descriptions, c'est des programmes de formatage mental. Et c'est aussi des programmes politiques, mais qui ne disent pas leur nom. Ils sont conçus pour interdire le débat avant même qu'il ne commence. C'est ça l'astuce principale. Parce qu'après tout, qui oserait dire « je suis contre l'inclusion » ? Vous comprenez ? On doit passer un temps fou à justifier pourquoi le mot est utilisé à mauvais escient. Ces gens-là nous obligent à travailler la sémantique, à revoir le vocabulaire, à refaire de la définition, à tel point qu'on va d'ailleurs parfois même s'enliser dedans. Et on n'en aura pas le choix et on va se faire insulter par des gens qui sont même nos amis et qui vont dire « non, mais arrête de faire le cuistre, arrête de faire le franchouillard, là, ringard, qui passe un temps fou à essayer de redéfinir les mots, etc. » Mais on n'a pas le choix parce qu'on est en effet coincé dans une série de pièges sémantiques. Notre esprit est devenu un territoire occupé. Nous pensons avec les catégories mentales de nos adversaires. Ils nous les ont imposées. D'où d'ailleurs la nécessaire maîtrise de leur côté du récit médiatique. Et donc, c'est cela que j'appelle la colonisation de l'imaginaire. Vous comprenez maintenant l'intérêt de ce deuxième point, la colonisation de l'imaginaire. Ce que d'aucuns appelleront la matrice. Donc la première étape de la décolonisation, c'est donc de reprendre le contrôle de notre propre langue, de réapprendre à nommer les choses. C'est pour ça que vous me voyez, en ce qui me concerne, ma petite personne, moi,
C'est un P dans la tempête ce que je fais, mais je me dis, à force d'accumuler nos molécules de poil à gratter, on va peut-être finalement réussir à converger, à se faire entendre. Mais qu'est-ce que je fais, moi, à ma modeste échelle ? Je travaille de plus en plus mes textes. Je me dis que plus que jamais, il faut que l'on renoue justement avec une certaine aspiration à la précision. C'est quand même une des composantes clés de la grandeur de cette civilisation, pardonnez-moi, du peu. Et donc, on va commencer par appeler un mensonge, une trahison, une caste. C'est un acte de salubrité intellectuelle sur lequel on doit tous bosser, les gars. C'est refuser de jouer avec des dés pipés sur un terrain qui est miné par l'ennemi, littéralement. C'est se réapproprier les mots pour se réapproprier le monde. C'est un combat difficile, je ne vais pas vous mentir, très difficile, très ingrat, parce qu'il faut préalablement désapprendre avant de réapprendre. Et encore ce week-end, j'étais avec des jeunes entre 15 et 25 ans. Je peux vous dire, c'est compliqué. Ils terminent toutes leurs phrases par frère, par wesh, par machin. Bon, et puis quand on va comme ça, juste essayer de tâter le terrain, voir ce qu'ils pensent du monde qui alentour, je veux dire, honnêtement, je peux même pas commencer à en parler tant ils sont pollués par ces éléments de langage. C'est pour ça que, entre nous, on en parle en ayant l'air de se répéter. Mais, à vrai dire, qu'est-ce qu'on fait ? On se prépare, j'ai envie de dire, au travers de nos modeste punching ball rhétorique, on se prépare à cette gymnastique intellectuelle, si vous voulez, qu'il faudra reproduire sur des gens qui sont très loin de nous et qui vont devoir passer par cette case, donc, je le disais, réapprendre. Et il faut donc accepter de passer, donc, temporairement, parfois pour un fou, aux yeux de ceux qui sont encore endormis dans la matrice. Mais, chers amis, n'est-ce pas la définition même de la lucidité ? Acceptez de voir ce que les autres refusent de regarder, même si cela vous condamne pour un temps à une forme de solitude. Puisque nous avons identifié l'ennemi, puisque nous avons compris ses armes, il reste une question, la plus terrible et la plus dérangeante, et nous venons d'en parler dans nos échanges juste avant, celle qui renvoie à notre propre image dans le miroir. Pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Pourquoi est-ce qu'un peuple de 70 millions d'âmes, héritier d'une histoire aussi glorieuse que la nôtre, se laisse-t-il manœuvrer par une caste, et évidemment ces sbires, les ingénieurs sociaux, les spin doctors, infiniment moins nombreux que nous, tous ces gens-là ? C'est la question que posait d'ailleurs un jeune homme de 18 ans, Étienne de la Boétie, en 1548, dans un texte foudroyant d'actualité, le discours de la servitude volontaire. Sa conclusion est une bombe qui explose à travers les siècles et qui n'a de cesse d'être citée là parmi nous. Le pouvoir du tyran ne vient pas de sa propre force, il vient de notre consentement. Le mot que nous avons donc prononcé plusieurs fois. C'est nous et nous seuls qui lui donnons le pouvoir. Soyez résolus de ne servir plus, écrit-il, et vous voilà libre. Le tyran n'est jamais qu'un colosse au pied d'argile, qui s'effondre littéralement dès que nous cessons de le soutenir. Et c'est une pensée vertigineuse. Je pense qu'elle nous fait globalement, collectivement, trop peur, comme si nous avions peur de notre propre puissance, parce qu'elle nous arrache à la posture évidemment confortable de la victime, ou de l'anesthésié. Vous me suivez ? Nous ne sommes pas donc simplement opprimés, nous sommes les complices de notre propre oppression. Et comment ? C'est par ce que j'appelle l'esprit de délégation. C'est cette espèce de maladie infantile de la démocratie représentative, la nôtre, cette espèce de parodie de démocratie. Cette tendance à remettre notre destin entre les mains d'un autre. Nous votons, et puis nous rentrons chez nous en espérant que l'élu fera le travail pour nous. Et quand je dis nous votons, je voulais dire évidemment nous élisons, parce que bon, pour les initiés, il y a une différence maintenant, une sorte de convention de langage, c'est que élire n'est pas voter. C'est deux choses bien différentes. L'élection porte sur des individus, le vote fait plutôt référence justement aux idées. C'est pour ça qu'on parle de votation citoyenne, mais on y reviendra. Donc, nous avons tendance assez lourde à observer au travers des âges, et en tout cas des siècles, nous avons tendance à déléguer notre souveraineté, notre intelligence même, notre responsabilité. Nous cherchons un chef, un sauveur, un homme providentiel, un père, un papounet. Pour certains, j'ai envie de dire, c'est une sorte de doudou iconographique, quoi. Mais un peuple qui cherche un papa, c'est un peuple qui a accepté de rester un enfant. Et c'est précisément ce que le système attend de nous. Alexis de Tocqueville, prophète de la démocratie telle qu'elle existe aujourd'hui, et évidemment qui est
lui-même assez critiquable, mais sur un point, il avait décrit avec une précision assez glaçante, il avait vu venir ce qu'il appelait lui-même le despotisme doux et tutélaire. C'est-à-dire ce pouvoir dont on ne peut pas dire qu'il nous tyrannise vraiment, vous voyez, mais qui, je le cite aussi, qui nous gêne, nous comprime, nous énerve, nous éteint, nous hébète. Il faut que je vous relise cette phrase. Qui nous gêne, nous opprime, nous comprime, pardon, nous énerve, nous éteint et nous hébète. Je veux dire, moi-même, et je peux vous garantir, en toute honnêteté intellectuelle, que ça définit parfaitement ce que j'ai vécu ces dernières années. Au début, je me sens un peu irrité, ça me gêne. Puis après, je me sens comprimé. C'est pas comme si l'actualité n'avait pas aggravé cette sensation. Et puis je m'énerve, je réagis avec les tripes. Et puis au bout d'un moment, je prends le risque à un moment donné, et ça, on en connaît autour de nous. Moi-même, je vous en parle souvent, il y a des moments où j'ai envie justement de m'éteindre, comme le dit de Tocqueville, nous éteint, nous hébète, c'est-à-dire il y a un moment donné où on sombre dans le nihilisme, on se dit à quoi bon ? À quoi bon ? Donc c'était incroyablement précis, cette phrase qu'on ne cite pas selon moi suffisamment. Quand je suis tombé dessus, en tout cas, elle m'a estomaqué. Donc je le répète, ce pouvoir qui ne nous tyrannise pas vraiment, mais qui nous gêne, nous comprime, nous énerve, nous éteint, nous hébète. Dites-vous bien que si Tocqueville était conscient de ça, il y a déjà si longtemps, il est impossible d'imaginer un monde dans lequel il n'existe pas un spin doctor ou un ingénieur social qui ne l'ait pris en compte. Enfin, ils savent en fait qu'ils induisent en nous une forme de sentiment d'impuissance dont on parlait au départ. Un pouvoir qui, et là je cite encore Tocqueville, qui aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. En échange de quoi ? En échange du confort, de la sécurité, du divertissement permanent. Nous avons accepté de renoncer à notre part virile de citoyens. Je précise pour les teubés de passage, viril n'est pas forcément viriliste. Nous avons signé une sorte de pacte faustien avec le diable. Le bonheur contre notre liberté. Le problème, c'est que le bonheur promis, c'est un leurre consumériste. La liberté perdue est quant à elle bien réelle, bien réellement perdue. Rompre ce pacte, c'est donc l'acte révolutionnaire par excellence. Mais c'est une décision intérieure. Il faut pas que vous ayez recours à un nouveau papounet ou à un nouveau doudou numérique iconographique pour vous amener à le faire. C'est une décision intérieure. C'est la condition du collectif qui suivra après, on va y venir. Mais c'est donc décider de passer de l'âge de l'enfant qui réclame à l'âge de l'adulte qui assume. C'est comprendre que la liberté, c'est pas un droit, mais c'est quand même une charge. C'est peut-être même un fardeau. C'est une responsabilité de chaque instant. Cette responsabilité, on l'a envers, évidemment, vous l'aurez compris, nous-mêmes, mais notre entourage et aussi, évidemment, les générations à venir. Et quand vous êtes parents, ça vous prend aux tripes. C'est ce que, justement, on parle de tripes et de mettre un petit peu carte sur table. C'est ce que veut un mouvement comme celui que nous sommes plusieurs à avoir initié, qui s'appelle le pari de l'intelligence collective. Il ne propose pas un nouveau chef. Il vous propose de supprimer la fonction. Et notamment dans ce cas-là de toxique. Alors, il ne vous propose pas un meilleur programme. Il vous propose que ce soit les citoyens eux-mêmes qui écrivent le programme et qui en contrôlent l'exécution. Voilà. C'est un système pour des adultes, pour un peuple qui a décidé de se sevrer en quelque sorte de sa propre servitude confortable. Donc la question qui se pose, et je termine mon point numéro 3 là-dessus, la question que chacun donc doit se poser, ce soir ou demain quand vous verrez le replay, je sais pas, la servitude est confortable, la liberté est exigeante. Mais quel poids êtes-vous prêt à porter ? Quel poids êtes-vous prêt à porter ? Pour vous, pour les autres, pour les générations à venir. C'est ça la vraie question qui se pose. Certains la poseront peut-être avec d'autres éléments lexicaux. Je vois des amis qui sont là sur le direct et qui, eux, diraient tout simplement Fred, c'est pas le poids, etc. C'est parle de la France. Et ils me diraient, est-ce que tu es là pour sauver la France ? J'ouvre certaines de mes réunions en privé là-dessus, en disant, il faut qu'on soit bien certain que ceux qui sont ici sont là pour sauver le pays. Pas pour s'enliser dans les moyens termes, les débats rugueux, les vexations. Si vous saviez, dans les collectifs, les prises d'otages émotionnelles, les gens qui viennent avec leurs irritants, etc. On comprend que certains démarrent des collectifs, comme le dit d'ailleurs Louis Fouché, je l'ai interviewé cet après-midi, vous verrez dans la retransmission, c'est très intéressant. Il dit que lui-même, dans le collectif, est souvent confronté à des gens qui créent des collectifs ou qui les rejoignent pour recevoir de l'amour.
Il dit mais non, si tu veux recevoir de l'amour, c'est une autre activité. Il faut le faire autrement, c'est un autre canal. Là, on n'est pas là, malheureusement, on n'est pas là pour ça. Là, on est là, si on est ensemble pour structurer notre dynamique activiste, c'est en effet pour se mettre à bosser. Il y a un coût d'entrée. Il y a plein de gens qui débarquent dans des réunions et qui estiment, au bout d'une demi-heure de participation, qu'ils doivent prendre la parole, qu'on doit sanctuariser leur temps de parole, le glorifier, l'héroïser même, et les écouter comme ça, avec une patience d'ange, alors qu'ils n'ont pas bossé. Donc, à un moment donné, devenir adulte et en effet porter donc ce poids de la liberté comme une véritable responsabilité. Merci à ceux qui, sur le live, est en train de crier « Réveillons-nous, le citoyen doit se réveiller », ça me fait plaisir. Oui, aller dehors dans la vraie vie, merci, c'est vraiment bien dit. Ouais, vraiment très très bien. Céline nous dit un roi n'est pas forcément un papounet, c'est une figure paternelle au sens positif. Elle a raison, je m'excuse. Une figure paternelle n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est pour ça que je parle de papounet. Je parle, moi, de ces hommes providentiels qui sont des customisations médiatiques dangereuses parce qu'elles sont faites pour séduire l'enfant en nous. J'accepte une figure tutélaire et même paternaliste si je suis absolument certain qu'elle est évidemment bienveillante et qu'elle me traite en égal, en adulte. Auquel cas, j'accepte évidemment d'être aimé selon cet amour-là qui peut-être existe et je souhaite vraiment que Céline ait raison. Pourquoi pas ? Moi, je n'ai même pas d'idée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on redevienne adulte et que l'on puisse dire ce que l'on veut vraiment. Bon. On peut dire qu'on va rompre donc le pacte de la servitude et c'est une décision de l'esprit, une décision intérieure. Je vous la présente comme ça parce que personne ne peut vous aider à la prendre. C'est le seul moment, dans cette étape du raisonnement que je vous propose, où on est méthodiquement obligé d'être seul. Mais évidemment, une décision sans action, sans rejoindre un collectif, ça va rester quoi ? Une espèce de prière sans Dieu, quoi. En tout cas, un vœu pieux. Alors, comment traduire cette révolution intérieure en une stratégie de combat concrète et collective ? Comment passe-t-on du « je ne consens plus » à « nous agissons » ? Il faut abandonner nos vieilles lunes. La grande manifestation du samedi après-midi qui se termine par un merguez frites et un retour à la maison. Bon, c'était très sympa, je l'ai vécu, mais ça a fait son temps. Ça rassure les participants, ça donne de belles images aux chaînes d'infos qui d'ailleurs les détournent, ça permet à tout un tas d'infiltrés de nous emmerder. Bon, c'est vrai aussi que ça crée des liens d'amitié, de camaraderie, à minima très forts, mais l'efficacité politique est malheureusement proche de zéro. Pourquoi ? Parce que le système l'a intégré. Je dis pas que c'est mauvais en soi. Je répète, le système l'a intégré. C'est même devenu une forme de soupape de sécurité, une sorte de rituel considéré comme quasi inoffensif. Il suffit de sortir les tirs de LBD, déjà, pour les quelques-uns qui étaient prêts à en découdre, à aller au plus loin, on les calme assez vite, parce que là, on est dans l'asymétrie par excellence. Et donc, il va falloir qu'on change de logiciel. Nous sommes David, ils sont Goliath. Nous sommes donc la guérilla, parce qu'ils sont l'armée impériale. On ne combat pas une armée impériale en rang serré, en plein jour. En fait, pour le dire autrement, c'est vraiment con. Je comprends. J'ai été dans le même élan, je suis pas en train de vous dire de façon condescendante que tout ça a été bête, ou alors, si je vous le dis, mais enfin, j'ai été bête pareil. Bon. Donc non, on se met pas face à une armée impériale, je le répète, en rang serré, en plein jour, sur le terrain qu'elle aurait choisi. Parce que c'est le terrain qu'elle a choisi, à chaque fois. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On la harcèle, on la pique, on la fatigue, on la rend folle. C'est la logique de la guerre asymétrie. Notre stratégie doit être celle de milliards de piqûres d'épingles sur le dos de ce Léviathan. L'objectif, c'est pas de prendre d'assaut l'Élysée, je suis désolé, mais de créer une friction permanente, insupportable, à la base du système. D'ailleurs, quand je dis ça, encore une fois, je me pose pas en donneur de leçons. Je suis même admiratif de ceux qui le font déjà en ce moment même, attention. D'ailleurs, dans mes vidéos récentes, etc., ou dans mes retweets, je cite les gens qui se battent, mais on a besoin de généraliser cette attitude, parce que ceux qui se battent se sentent encore trop seuls. Donc, c'est ce qu'on va appeler le principe du faire changer la peur de camp. On est bien d'accord ou pas ? Bon. Aujourd'hui, un maire, un directeur d'école, un fonctionnaire a peur de sa hiérarchie. Il a peur du pas de vague, du quand dira-t-on. On disait tout à l'heure que les directeurs d'école, typiquement, sont un peu malgré eux les complices du programme EVARS. On en parlait juste avant. Bon. Notre travail, c'est de faire en sorte qu'il ait plus peur de la colère légitime, bien organisée, rigoureuse, pas forcément violente, et juridiquement fondée des citoyens de son territoire. J'en veux pour preuve que pour lutter contre le programme EVARS, vous avez des dizaines de modèles de courriers
qui font appel à des notions qui relèvent du pénal, que l'on peut envoyer à ces directions d'école. Et en effet, je peux vous garantir que là, la peur va changer de camp. C'est un autre sujet qu'on va creuser un petit peu plus tard, mais pour ceux qui me suivent, on en a déjà pas mal parlé, on va poursuivre. Donc prenons justement, mais je vais quand même un petit peu poursuivre avec cet exemple concret, parce que au lieu de signer des pétitions en ligne, imaginez en effet des espèces de commandos de parents qui sont évidemment pas armés avec des fourches, mais avec des dossiers, avec des courriers juridiquement carrés. Voilà, des parents qui ont lu les textes, qui ont préparé des lettres de mise en demeure, rédigées par des avocats qui demandent des rendez-vous en groupe et qui expliquent calmement au chef d'établissement qu'en appliquant telle ou telle directive, il se met lui-même, personnellement, potentiellement, en infraction avec certains aspects du code pénal. Voilà. Imaginez la même chose. Bon, pourquoi pas, on peut imaginer face à un projet d'antenne 5G, quoi, face à une fermeture de classe, face à, je sais pas moi, un projet d'urbanisme délirant. Le système n'est pas un bloc de granit. Hein, c'est une pyramide et sa base est fragile. Elle est composée d'hommes, de femmes qui, pour la plupart, ne sont pas des idéologues, mais des gens qui veulent juste ne pas avoir, on va dire, d'ennui. Hein. Donc, alors, je suis pas en train de vous dire que ces petits combats suffisent, mais ils sont une façon de mettre le pied à l'étrier pour nous-mêmes nous transformer en collectif, non pas de fantassins qui allons nous en prendre plein la gueule en rang serré sur le terrain de l'ennemi, mais nous sommes avant tout des stratèges qui combinons notre matière grise. Vous me suivez ? On va dépenser un peu de glucose, mais vous allez voir, ça va être rentable. Et évidemment, si nous sommes des stratèges, ce que je vous décris là, par exemple, dans les exemples que j'ai donnés, ça ne suffit pas, il faut le prendre comme un marchepied vers l'étape d'après. L'étape d'après, c'est coaliser. C'est faire de ces prétextes que l'on peut appeler des causes, au sens d'une cause après l'autre, cause après cause, eh bien on peut en faire des prétextes, des alibis structurants du combat, mais aussi des alibis structurants du discours, pour expliquer aux gens que c'est très bien de s'attaquer à certaines causes, mais il faut idéalement faire comme Hippocrate. S'intéresser à la cause des causes. La cause des causes, eh bien, chaque combat est l'opportunité d'expliquer autour de nous sur les combats qui les concernent, vous voyez, comme par exemple le doublement imminent, là, dans l'année qui vient, de nos factures d'électricité. Là, vous avez plein de gens qui vont se réveiller, mais il ne faut pas leur dire « il faut se battre exclusivement pour faire baisser de 25% la facture d'électricité ». Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, il faut le faire, mais pas que ça. Si on fait que ça, on est foutu. Il faut leur dire, pendant que tu te bats là-dessus, essaye de comprendre que le problème est systémique, structurel, plus profond, et qu'il est lié au fait que tu n'es pas législateur. Et là, tu vas avoir des gens qui comprennent pas ce dont tu parles, mais qui vont peut-être être disponibles pour écouter, et qui vont dire, ah bon, qu'est-ce que tu entends par là ? Si, je suis législateur, non ? J'ai voté pour des gens, j'ai un député, j'ai des gens qui me représentent. Non, tu vas leur dire, non, 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 non. Et tu vas lentement, progressivement, tu vas prendre ton temps, ce ne sera pas toujours très gratifiant, tu ne seras pas toujours compris, mais à un moment donné, tu pourras de temps en temps sentir dans le regard de ton interlocuteur que ça pétille et qu'il capte que, ah ouais, d'accord, c'est vrai qu'on pourrait devenir des citoyens adultes et législateurs, des citoyens constituants. Bon, je passe là-dessus. Alors, parce qu'on va y revenir, bien sûr. Notre mission, donc, c'est de devenir le principal ennui de tous ces gens qui nous courent sur le haricot. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petit et que j'étais au cours préparatoire, il y avait un grand gaillard qui venait de l'étranger et qui me tabassait, moi et tous mes copains, tous les soirs, en nous obligeant à lui donner ce qu'on avait dans nos trousses, voir le contenu de notre cartable, etc. On avait beau s'en plaindre, il continuait, il s'en foutait, il se faisait taper sur les doigts par la direction de l'école, il continuait. Et ce que je vais vous dire est vrai. Tous les enfants rentraient chez eux en pleurant en disant « machin m'a volé mes affaires ». Et moi, en fait, je me suis battu avec lui. Et vous savez ce qui s'est passé dans le bureau du directeur ? C'est que le gamin qui volait mes affaires s'est fait engueuler, mais moi aussi. Il m'a dit, fallait pas réagir. Parce que regarde, maintenant, tu es en sang. Et le petit enfant que j'étais à l'époque, et c'est pour ça que je l'ai jamais oublié, j'ai eu le réflexe de lui dire, oui, mais quand il a attaqué les autres, c'était facile puisqu'ils ont cédé tout de suite. Moi, il y réfléchira. Je l'ai dit avec mes mots d'enfant de l'époque, mais j'ai jamais oublié. J'ai dit, moi, il va y réfléchir parce que moi, avec moi, il a perdu du temps. Vous comprenez ce que je veux dire ? On gagnera pas à tous les coups, mais c'est une guerre d'usure. Et comme le petit enfant, que peut-être certains d'entre vous ont des anecdotes comme celle-là, à un moment donné, on a une espèce de petite fulgurance. On se dit, oui, on sera peut-être toujours écrasé par plus fort que soi, mais on peut les emmerder. On peut leur rendre ce travail permanent d'humiliation, on peut le leur rendre douloureux. On peut les ralentir. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, ça demande quoi ? Si je reviens maintenant à notre monde à nous, ça demande de la méthode, ça demande de la rigueur.
Ça demande de l'organisation, les amis. Ça demande, si vous n'êtes pas habitué à avoir des réflexions stratégiques, eh bien que vous appreniez ou que vous écoutez ceux qui ont payé le coût d'entrée dans la discipline qu'on appelle la stratégie. Parce qu'une guerre d'usure, ça se gagne comme ça. Et c'est aussi pour ça, qu'en ce qui me concerne, pardon de sortir mon slogan, mais c'est pour ça que je fais le pari de l'intelligence collective. D'accord ? C'est pas une espèce de pari que je fais au casino du coin, c'est un pari au sens pascalien du terme. J'ai la foi dans cet élan collectif. Et je pense qu'il est notre seule possibilité de nous en sortir, parce qu'il n'y a pas d'acte isolé héroïque. Ceux-là se feront systématiquement écraser. Il s'agit de partager les outils, et justement les stratégies, les modèles d'action, les méthodes, l'énergie aussi, de se motiver mutuellement, de créer une boîte à outils de la guérilla citoyenne, si vous voyez ce que je veux dire, qui devienne petit à petit accessible à tous, comme une bibliothèque dans laquelle on aurait rangé tous ces outils pour les prendre un par un en fonction des situations. Vous me suivez ? Chaque recours gagné, chaque projet absurde abandonné, et il y en a, on a des victoires actuellement. Chaque petit fonctionnaire qui se met à douter est une victoire. Un seul moustique ne dérange pas un éléphant, mais un millier de moustiques peut le rendre fou. Alors, je termine ce quatrième point par, encore une fois, comme à mon habitude, par une question, parce que vous l'aurez peut-être compris, la philosophie qui est la nôtre au PIC, c'est poser des questions plutôt que passer son temps à apporter des réponses. Parce que la question, vous devez vous l'approprier. La question donc n'est donc plus que pouvons-nous faire, mais par où est-ce qu'on commence ? Comment devenir cet essaim de moustiques intelligents et déterminés ? Devenir l'essaim qui harcèle le système, c'est une stratégie donc offensive. Mais toute armée, même une guérilla, a besoin d'une base arrière. Elle a besoin d'un sanctuaire, d'un territoire où elle peut se replier, se soigner, se nourrir et préparer la prochaine offensive. Et donc, c'est la cinquième et dernière étape de notre premier jalon. Il ne suffit pas d'attaquer la société de contrôle. Il faut commencer à construire, ici et maintenant, les fondations d'une société de la résilience. D'accord ? Il faut commencer en fait à avoir un système. Bon, je ne vais pas vous surprendre si je vous parle du fait que les Gilets jaunes, pendant le combat, ont essayé de se mettre d'accord sur ce que serait le plan et sur la société d'après, et finalement ils ont passé leur temps à se crêper le chignon. C'est évident que si on a justement déjà posé ces fondations, on va gagner du temps. C'est notamment où on a une chance d'aller, quoi. Et donc, c'est une action évidemment moins spectaculaire, mais peut-être la plus décisive de toutes. Pourquoi ? Parce que le pouvoir de la caste globaliste repose d'abord sur le fait qu'eux, ils ont un plan, ne l'oublions pas, d'accord ? Mais aussi sur notre dépendance. Et oui, nous dépendons d'elle pour notre nourriture, qui parcourt des milliers de kilomètres, et tous nos objets consuméristes. Nous dépendons d'elle, donc, par exemple, aussi pour notre énergie, dont les prix sont fixés par des marchés opaques, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai failli dire corrompus. Bon, à minima opaque. Nous dépendons d'elle pour... quand je dis opaque, certains sont capables de le déchiffrer, évidemment, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est que les mécanismes qui les ont amenés à un certain nombre d'absurdités nous échappent, quoi. Nous n'avons, comme je le disais, absolument pas eu l'occasion d'être législateurs en la matière. Nous avons été enflés de A à Z. Bon. Et là, c'est important d'en parler de l'énergie, parce que la crise qui arrive là pour 2026, ça va être une crise qui va tous nous toucher à cet égard, encore plus qu'avant, sachant que chaque jour c'est pire. Bon, nous dépendons d'elle, donc de cette caste, pour notre information d'ailleurs, qui est filtrée par une poignée de milliardaires qui possèdent les médias clés. Excusez-moi de rappeler une évidence. Bon, nous dépendons d'elle aussi pour notre monnaie, bon sang, notre monnaie, qu'elle s'apprête à numériser en plus pour un contrôle total, putain de merde. Chaque parcelle de notre autonomie que nous lui cédons est une chaîne de plus à nos poignets, à nos chevilles. Donc bâtir des forteresses de résilience, c'est donc commencer à scier ces chaînes, une par une. C'est une stratégie de découplage en quelque sorte. Il s'agit de recréer à l'échelle locale des circuits d'autonomie qui nous rendent moins vulnérables à la crise systémique qui arrive, et moins dépendants du chantage de ceux d'en haut, qui savent qu'on va, évidemment, à un moment donné, être plus que vulnérables. Nous sommes littéralement menacés, c'est une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Donc, ça peut paraître une montagne quand on effleure véritablement ce type de projet, mais ça commence par des gestes simples. Exemple, souveraineté alimentaire, c'est très bête ce que je vais dire. Commencez par rejoindre une AMAP, d'accord ? Alors, je répète ce que je disais,
quand j'enregistre une vidéo comme ça, je suis en live avec vous les amis, je sais que vous savez déjà tout ça. Soyez juste un peu patients parce que je parle aussi pour ceux à qui j'envoie notamment dans mon entourage ce type de vidéo en disant tiens écoute un petit peu, etc. Parce qu'ils n'ont même pas commencé ce niveau de réflexion qui est le vôtre. Donc souveraineté alimentaire, donc on commence par cette proximité amenée par les AMAP. C'est transformer pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, ou parfois on a aussi des gens qu'on connaît qui ont un jardin. Moi par exemple dans mon jardin on est plusieurs à jardiner. Des gens qui n'ont pas de jardin, on leur a donné un bout de potager parce que c'est des amis qu'on s'entend très bien. Vous voyez, bon, c'est possible. Donc transformer son jardin en potager quand on peut, bien sûr. Bon, mais je connais aussi des gens qui cultivent des tomates et des pommes de terre dans des bacs sur leur balcon. Bon, évidemment, par notre attitude, notre organisation, on peut créer un écosystème de producteurs locaux. La souveraineté économique, c'est quoi? C'est privilégier l'artisan du coin plutôt qu'Amazon. Excusez-moi, là aussi, d'enfoncer une porte ouverte. C'est créer des échanges, des systèmes d'échange local. Moi, j'ai la chance d'être dans un village où il y a un vieux four à pain. Les gens se retrouvent le week-end, c'est une tradition, pour le pain fait par le gars du coin. C'est super mignon en plus comme ambiance. Bon, c'est peut-être même explorer les monnaies locales. Et oui, vous avez plein de gens qui en parlent tellement bien que là, si j'ouvrais la parenthèse, j'aurais l'air maladroit. Mais sur le thème des monnaies locales, il y a déjà des expériences qui sont menées. Et là, ça va être d'autant plus important que dans certains pays comme la Thaïlande, ils ont essayé de relier, je ne sais pas si vous êtes au courant de cet incroyable scandale, ils ont investi dans la numérisation et donc là, vous savez, c'est l'ID numérique, quoi. Ils l'ont lancé, ça a été une catastrophe. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont revenus au troc et au liquide. Ils veulent même plus faire confiance à l'État qui a fait cette expérimentation, qui a donné lieu en plus à des piratages. Et puis des gens qui, pour 3 fois rien, se sont retrouvés incapables de retirer de l'argent, de payer leur essence, de payer leur bouffe. Une catastrophe. Bon. C'est clairement ce qui nous attend. Ils n'en ont rien à fiche de se planter au départ et de nous faire subir, un peu comme toutes les versions de Windows, le débugage à nos frais. Bon. Alors, la souveraineté éducative, ça c'est un sujet hyper épineux. C'est s'investir dans l'école de ses enfants. Ça c'est hyper compliqué quand on a une énorme pression économique. Mais là aussi, je suis navré de parler comme ça, mais pour tous ceux qui peuvent, on n'a pas le choix, quoi. Il faut créer des réseaux d'instruction en famille, transmettre à nos enfants l'héritage culturel que l'école de la République a cessé d'enseigner. Et quand je dis cesser, je suis gentil parce qu'on se demande si c'était pas vicié à la base, évidemment. La grande philosophe Simone Veil, Simone W. Veil, dans son livre L'enracinement qu'on cite souvent, a écrit que l'enracinement, c'est le besoin le plus méconnu de l'âme humaine. Et nous sommes en train de le redécouvrir à nos dépens, à cause de l'actualité. Le système globaliste est une machine justement à déraciner. Il veut faire de nous des individus interchangeables, des nomades de la consommation, sans terre, sans histoire, sans communauté. Notre action la plus subversive, c'est donc de nous enraciner, de reconstruire du lien, de retisser la trame de la communauté locale. C'est pas du survivalisme égoïste, bien au contraire, puisqu'on en parlait juste avant, justement. C'est de recréer les conditions d'une solidarité concrète, d'une entraide réelle, face à la fausse solidarité abstraite de l'État-providence. On ne peut pas se battre le ventre vide et l'esprit isolé. Ces forteresses donc de résilience qu'il nous reste à bâtir, eh bien ça sera quoi? Ça sera nos bases arrières. On sera conscient qu'il faut le faire parce que nous nous transformons en stratèges et pas en simples parents en colère compulsifs, ce que j'ai moi-même été pendant des années. Elles sont donc le lieu où nous allons former nos cadres, les cadres de la résistance, littéralement. Bon, on n'a pas le choix. Des gens qui vont faire évidemment du mécénat de compétences pour la plupart. C'est là aussi où nous allons continuer d'éduquer nos enfants. Je vous donnais un exemple tout à l'heure sur un usage astucieux des intelligences artificielles qui m'ont permis de recréer moi-même mes propres comptes pour enfants. Et j'en ai plein à partager avec vous, on va y revenir. Bon, c'est là donc qu'on va préparer l'avenir. Et ces bases arrières sont la preuve vivante, pour tous ceux qui vont les co-construire, que leur monde n'est donc pas une fatalité. Ça deviendra tangible pour eux. Ça leur démontrera qu'on peut commencer à vivre autrement. Je le ressens, moi, dans le projet qui est évidemment modeste et qui n'a aucune notoriété, pour lequel on démarre à peine. On s'est enfin mis d'accord sur un manifeste seulement là, dimanche soir. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes lundi soir, donc on va commencer à pouvoir parler du manifeste de notre mouvement. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que pendant qu'on bosse sur ce manifeste sur lequel on s'est essayé de se mettre d'accord et de voir un petit collectif, une petite équipe fonctionnelle en mode commando qui discute tous les mardis depuis avril dernier, donc depuis plus de 6 mois. Bon, il y a eu la pause estivale, mais vous me suivez. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que en esquissant ce projet, on a eu
bon, évidemment, énormément de passages à vide. C'est très compliqué de mettre les gens autour d'une table. Hein. Très honnêtement, c'est franchement pas gratifiant les 2 premiers mois à minima, hein, je vous le garantis. Et il y a un moment donné où s'est mis en place une forme d'égrégore, pour reprendre un terme prononcé plusieurs fois. Vous savez, c'est cette énergie psychique tournée dans la même direction, quoi, qui fabrique du réel. Et en fait, on sent en fait que c'est plus un château de cartes. C'est un truc qui est presque tangible, alors que pourtant, en effet, c'est toujours une abstraction, c'est toujours de la rhétorique, soyons clairs. On travaille un champ lexical, on travaille de l'explication, on s'attend à faire des espèces de tutoriels, comme j'essaye de le faire là. On verra plus ou moins, de manière plus ou moins à droite ou adaptée, on verra si je dois l'améliorer. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Justement, on sait qu'on va, d'ailleurs tous, autant que nous sommes, apprendre en marchant, on va tituber, on va même se casser la figure. Mais quand on est dans cette dynamique-là, dans ce processus, bon sang les amis, je vous assure, ça fait un bien fou. C'est-à-dire que là, en fait, vous sentez que quelque chose une espèce d'effervescence intellectuelle se met là, et c'est déjà en fait énorme. Et je vous assure, je suis pas du tout un idéaliste, hein, vous m'avez, pour ceux qui me connaissent, souvent entendu dire j'en ai marre, ça avance pas, etc. Et là, vraiment, je peux vous dire, quand il y a un égrégore qui émerge, quand il y a ce moment magique, en fait, où on ressent qu'on est en osmose intellectuellement, parce qu'on travaille, par exemple, ce projet, cette vision, et puis on se dit maintenant il faut le traduire en stratégie, et la stratégie il faut que, les gars, il faut que quelqu'un écrive le plan d'action, qu'on n'oublie pas tel ou tel point, voilà, tout à coup on sent qu'on va arrêter de chouiner, en gros, on sent qu'on va passer à l'action, et ça je peux vous le dire, c'est évidemment pas gagné, hein. C'est pas gagné, mais c'est le marchepied sans lequel la suite n'est pas possible. Et donc le projet de cette caste, c'était bel et bien de nous diviser, de nous rendre dépendants, donc de rendre impossible ce que je suis en train de vous décrire là. Donc on a dû prendre sur nous. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on n'arrive pas à parler de manière durable. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un rendez-vous fixe et hebdomadaire, de telle sorte que on ne puisse pas l'oublier. Donc au début, on était parti sur le lundi, à un horaire. Bon, là en fait, on se réunit entre 16h et 18h tous les mardis, quoi qu'il arrive. Cas un cas, on a fini par mettre en place cet horaire. Et comme c'est devenu un habitus, bam, ça y est, ça a marché. On a commencé, c'est devenu élémentaire. J'ai eu le plaisir de voir des gens être assidus, et même quand ils ont eu un rendez-vous professionnel, une urgence familiale, ils se mettaient au moins la première demi-heure ou le premier quart d'heure en ligne en disant, les gars, je peux pas rester, mais je tenais vraiment à vous écouter, vous saluer, vous embrasser, vous dire je suis là, je pense à vous, envoyez-moi le compte-rendu. Après, ils réagissent sur le compte-rendu, etc. Et en effet, je vais pas vous mentir, j'ai attendu 6 mois qu'on soit capable d'écrire un manifeste. Moi, j'aurais pu l'écrire tout seul. Hein, d'abord, ça m'aurait éclaté. Ouais, je pourrais le faire égoïstement, mon petit coin, faire le malin. Ça avait aucun intérêt si c'était comme ça. Alors que, au moment où à chaque paragraphe, on se dit, bon, on va un peu se prendre le chou, mais c'est important, c'est le socle sur lequel on va se lancer. Eh bien, le fait de travailler comme ça a créé un liant très fort. Donc, le projet que nous tentons d'incarner, et que tous les mouvements, hein, rien d'original dans ce que je dis là, évidemment, ce que tous les projets tentent de faire, c'est le contraire de ce qu'on veut nous infliger, c'est-à-dire qu'un projet comme celui-là consiste à nous unir. Mais nous unir comment? Pour nous rendre autonomes, pour fabriquer cet égrégore énergétique, comme nous le disions, pour synergiser entre nous, un joli mot d'ailleurs, entrer en osmose dans nos énergies, nous remonter le moral quand il y en a qui sont un petit peu bas, d'autres ont besoin qu'on les tire un petit peu vers le haut de temps en temps, d'autres, voilà, on est tous un peu borderline, on a des moments de baisse de morale, etc. Quand vous avez le pourquoi se battre, c'est-à-dire tout notre diagnostic, c'est bien. Quand vous avez le quoi, je sais ce qu'il faut faire, le quoi, on va lui donner un nom, c'est bien aussi. Quand même, vous fantasmez le comment, parce que vous avez un plan, c'est génial. Mais en fait, je vais vous faire un aveu. Tout ça n'a aucun intérêt si vous n'avez pas le qui, hein, le pourquoi, le comment, même le quand, d'accord? Tout ça, c'est bien, le comment, etc. Mais en fait, le qui, c'est le plus important. Et il existe, vous savez, dans le monde des startups, cette notion qu'on appelle le plus petit produit viable. Pour pouvoir, si tu veux fabriquer des motos, commence par fabriquer des trottinettes, mets-les sur le marché, tu vas apprendre. Bon, c'est connu dans le monde des startups. En fait, il faut plaquer ça dans le monde des petits collectifs. Il faut créer le plus petit collectif viable. Et je vous assure, parfois, ça commence à 5 personnes pour se donner une chance d'être 6, d'être 7. Le 7e, finalement, il n'a pas tenu, ça l'a emmerdé, il n'a pas envie de bosser, il est parti. Merde, on est retombé à 6. Merde, on a encore perdu 2 personnes, on est 4. Puis après, on remonte 5, 6, 7, etc. Et il faut aller chercher des gens qui sont prêts à bien fonctionner ensemble. Et contre toute attente, là, je peux vous dire, on est, je parle du petit commando qui a décidé de sacrifier du temps, de l'énergie et même des ressources financières, on est maintenant une vingtaine. Vous
voyez, on est maintenant une vingtaine. J'aurais jamais misé là-dessus. Je peux vous le dire, il y a 6 mois, je me disais, on verra bien, je vais terminer probablement tout seul. Et là, en fait, on a un manifeste qui a été coécrit. Mais je vous dis ça, vous me dites bravo, mais encore une fois, ça ne me monte pas à la tête. Je sais que tout ça est extrêmement précaire, extrêmement fragile, alors même que je suis en train, paradoxalement, de vous dire qu'on a posé certaines fondations. Et oui, parce qu'en fait, on n'est jamais rendu, on n'est jamais complètement arrivé. Donc, fabriquer un projet et de la résilience et ces bases arrières que j'évoque, ça rentre dans la stratégie, mais c'est un travail de tous les instants. D'accord ? On le construit à petites gouttes et on le perd à bassines d'eau froide, quoi. Voilà. Dans ma démonstration précédente, je vous disais, commençons à bâtir nos forteresses de résilience, d'accord ? Mais une forteresse sans garnison, sans munitions, ce n'est qu'un tombeau de pierre. L'action de terrain, la guérilla que nous avons évoquée est évidemment indispensable, mais une action sans une pensée qui la structure, c'est quoi ? Ça n'est jamais qu'un spasme. C'est un petit coup de sang. C'est un petit énervement des tripes. Et pour le dire clairement, selon mon prisme à moi, professionnel, habituel, c'est un suicide stratégique. Dans la guerre cognitive qui nous est livrée, notre première arme, les amis, notre arme la plus létale d'ailleurs, ce n'est pas un bulletin de vote, c'est pas non plus un pavé, c'est un putain d'argument. C'est une bonne question placée au bon moment. C'est une rhétorique impeccable, une rhétorique dialectique. Vous me connaissez, je ne suis pas dans la rhétorique des éléments de langage, mais une rhétorique, on va dire, interactive. C'est votre capacité à démonter dans le débat, pièce par pièce, justement, la rhétorique de l'adversaire. On dit que les sophistes étaient des manipulateurs et que c'était des méchants. N'oublions pas quand même que Socrate était tout sauf démocrate. Il estimait que le petit peuple avait besoin d'être éduqué, qu'il était enfermé là-bas au fin fond de la caverne, un petit peu idiot. Mais les sophistes représentaient aussi un avantage, y compris à cette époque, quand ils étaient probablement un petit peu crapuleux sur les bords. Il y avait un avantage malgré tout. C'est que quand vous travaillez les sophismes, vous êtes capable d'identifier les sophismes que l'on veut instiller en vous. Et travailler la rhétorique, c'est le meilleur des moyens de contrer la rhétorique de l'adversaire. Pardon, franchement, d'enfoncer une porte ouverte, mais ça, c'est ce qu'on travaille pas suffisamment. Plein de gens me disent parfois, mais qu'est-ce que tu fais sur des spaces la nuit, y a 20 personnes et tu parles. Oui, mais le lendemain ou le surlendemain, les arguments que j'ai travaillés, cette gymnastique intellectuelle que je fais, ça va me permettre d'être beaucoup plus fluide, beaucoup plus à l'aise quand je serai, je sais pas moi, dans le bureau de la direction de l'école de mon fils, par exemple, à faire de facto de la politique, c'est-à-dire empêcher que certaines choses se produisent, que je déplore. Vous me suivez ? Bon. Donc, travailler un argument, c'est quoi ? C'est votre capacité à démonter, donc pièce par pièce, la rhétorique de l'adversaire, exposer ses mensonges, révéler ses contradictions. On ne peut pas le faire sans un effort intellectuel, tout ça. Vous le savez bien. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, pas ici, pas sur ce live, évidemment. Nous devons donc devenir, en quelque sorte, des maîtres dans l'art martial de la guerre sémantique. Le pouvoir globaliste ne vous dit pas « obéissez à notre projet totalitaire ». Il ne dit pas ça. Il vous dit « construisons ensemble un monde plus inclusif, plus durable et plus résilient ». C'est magnifique, n'est-ce pas ? Qui pourrait être contre ? C'est là que le combat commence. Notre travail est de devenir les traducteurs de cette novlangue, ce qu'on évoquait avant, donc de montrer que l'inclusion signifie en réalité l'effacement des identités et des frontières, le culte de la tyrannie diversitaire, etc. et patati et patata. Que la durabilité, par exemple, ça signifie la décroissance pour nous, mais les jets privés pour eux. Que la résilience signifie notre capacité à accepter la précarité qui nous organise. Et c'est un travail donc de déminage intellectuel. Pour cela, donc, il faut se former. Il faut lire. Il faut revenir aux fondamentaux. Il faut lire les penseurs qui ont démonté ces mécanismes avant nous. Il faut faire de l'éducation populaire. Je peux même, si vous le voulez, vous citer un Kluskar, alors que c'est pas mon prisme idéologique, qui disait donc que comment la libération du désir était en fait le meilleur carburant du capitalisme. Il faut lire, là aussi c'est pas mon prisme idéologique, mais vous voyez, tous les penseurs apportent une brique à l'édifice. Il faut lire donc de la même manière un Baudrillard pour comprendre que nous ne vivons plus dans la réalité, mais dans son simulacre, dans l'hyper-réel, dans un monde où la carte précède le territoire. Il faut lire un Jacques Ellul pour comprendre que notre véritable tyran n'est pas un homme, mais le système technicien en lui-même. Et que donc on s'en fout de Macron, mais que c'est la superstructure au-dessus de lui qui est importante.
Donc, le système technicien lui-même nous impose une sorte d'impératif d'efficacité qui a dévoré toute autre valeur, et notamment notre humanité, ces dernières décennies, de manière particulièrement accélérée. Donc, dans un mouvement comme le pari de l'intelligence collective, qu'est-ce qu'on va faire ? On va éviter de n'être qu'un simple rassemblement de colère. D'accord ? On doit devenir une académie du combat. On doit fabriquer de l'éducation populaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un de nos premiers objectifs, c'est de créer une plateforme de formation. Et oui, donc, devenir une machine à forger des cadres intellectuels. Pas le choix. Les autres ne se sont pas privés de le faire, que je sache, non ? Bon. Donc, nous devons être capables, pour les affronter, chacun d'entre nous, de tenir une conversation, de gagner un débat, oui, de rédiger une tribune, de convaincre un indécis. C'est la parfaite mise en abîme. Nous estimons, dans le bon logiciel de démocratie directe, qu'il faut mettre en scène les controverses. Donc retrouver aussi la dimension, je le disais, j'emploie le mot à bon escient, la dimension jubilatoire du débat, quand il est constructif. Donc chaque militant doit devenir un pôle de contre-propagande. Nous n'avons pas leurs milliards, nous n'avons pas leurs médias, que je sache. Nous n'avons que notre intelligence. Mais l'intelligence, quand elle est organisée, quand elle est aiguisée, est une arme asymétrique redoutable. D'autant que vous l'aurez remarqué, ils sont de plus en plus stupides, pris dans leur hubris. On a donc une carte à jouer. Ils ont en effet toujours la puissance de feu, c'est vrai, mais nous devons avoir la fulgurance de l'esprit. Ils ont le monopole du bruit et de l'infobésité, vous voyez ? Mais nous devons avoir, nous, celui de la clarté du verbe. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire de votre esprit une arme ? C'est la question que je vous pose. Faire de votre esprit une arme. Ça commence évidemment par un peu d'estime de soi, savoir que vous en êtes capable. Vous n'en êtes pas tout de suite capable, mais c'est pas grave. L'intelligence collective, c'est quand même un concept, c'est vrai. D'aucuns disent, c'est peut-être un peu bisounours, un peu optimiste. Oui, mais bon, au moins il y a de la volonté là-dedans. La volonté de partager. Dans l'intelligence collective, il y en a certains qui vont jouer, en effet, un rôle de leadership dans le partage. C'est pour ça qu'ils vont devenir des consultants, des contributeurs, des conférenciers de plus en plus visibles. Pour que vous, à votre tour, vous cessiez de n'être que des petits fantassins pris en bas là, de la fosse, là où on vous impose les éléments de langage des autres. Au début, c'est vrai, on est des petits soldats intellectuels, mais après on devient tous, petit à petit, des influenceurs, des micro-influenceurs qui deviennent des influenceurs, et ainsi de suite. Franchement, en ce moment, c'est en train de marcher, c'est en train de se produire. Mais on a des moments de baisse de régime, de baisse de morale. Et c'est vrai que face à nous, il y a quoi ? Il y a la censure, il y a la persécution. Justement, c'est le moment de tenir bon. Voilà pourquoi je vous propose une colonne vertébrale. Et si la note ne vous convient pas, encore une fois, j'insiste, créez la vôtre. Moi, à ma modeste échelle, je vous aiderai. En tout cas, je dirais toujours bravo. Mais il faut simplement qu'on se repolitise à cet égard, que l'on accepte de rentrer dans le combat lexical, d'intellectualiser les sujets. C'est ce qui a toujours fait la grandeur de qui nous sommes, de ce merveilleux pays qui est un phare de l'humanité, je le répète constamment. C'est ce dont notre peuple a désespérément besoin. C'est pas d'un homme providentiel. C'est d'un verbe retrouvé et de la clarté qui va avec. Jusqu'ici, on a dit voilà, on a une carte, on va se doter d'une stratégie, on va forger nos armes intellectuelles, mais il reste un dernier verrou, c'est le plus solide, le plus intime, un verrou qui n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de chacun de nous. Je reviendrai pas trop là-dessus parce que moi, c'est pas mon job, c'est pas moi qui en parle le mieux. D'ailleurs, un très bon exemple. C'est Marion Saint-Michel, mais il n'y a pas qu'elle, parce que ce verrou, c'est la peur. La peur, par exemple, de perdre son travail, la peur de perdre ses amis, la peur d'être moqué, de se retrouver seul. Ça a été dit d'ailleurs avant, c'est pour ça que je suis d'autant plus content que quelqu'un l'ait déjà évoqué, que je pense que c'est un sujet central. La peur d'être classé dans la catégorie des complotistes, des extrémistes, des parias. Alors certains, évidemment, encore une fois, je le répète, ceux qui êtes sur mon live, la plupart d'entre vous, vous avez déjà plus peur de rien. Mais vous savez bien que ce problème est réel et qu'il concerne beaucoup de monde et qu'il faut à un moment donné qu'on en parle et qu'on sache en parler aux autres, à ceux dont on voudrait bien qu'ils se réengagent, comme le fait Magali, qui, elle, est un bon exemple. Elle n'a plus peur de rien. Elle n'a même pas peur de la mort sociale. Je la connais, elle parle. Elle met carte sur table, elle y va. Elle est pique, pas pique, on s'en fiche. Elle crée son mouvement, tant mieux. Je veux dire, on va se retrouver à la fin, c'est une évidence. Et donc, finalement, cette peur de la mort sociale, c'est le principal poison actuellement. Je dirais même que si on est lucide, cette peur, c'est l'arme de dissuasion massive organisée par le système. D'accord ? Elle est bien plus efficace, je le pense sincèrement, que la police ou les prisons, pour beaucoup de gens. D'accord ?
Parce que c'est une prison dont nous sommes nous-mêmes les geôliers. Le système n'a pas besoin de nous censurer. On dit que la censure arrive, etc. J'ai envie de vous dire, c'est presque que de la gueule. Parce que ils savent que la plus puissante des censures, c'est l'auto-censure. Il n'a pas franchement besoin de nous faire taire, parce qu'il voit déjà que nous murmurons. J'en veux pour preuve le fait que, et c'est très bien, je ne le critique pas, mais que sur un réseau comme X, je veux dire 98% des gens, probablement je dis ça à la louche, mais sont complètement anonymes. On est très peu à pouvoir mettre notre nom, et ceux qui l'ont fait, et je suis passé par là, contrôle fiscal, isolement social aussi d'une certaine manière, perdre en tout cas des clients, et patati et patata. Bon, je suis peut-être une tête brûlée, je pouvais me le permettre, bon, mais je veux dire, c'est ce que le grand dissident tchèque, vous savez, Václav Havel, avait appelé le vivre dans le mensonge. Ça n'est pas forcément adhérer à l'idéologie du pouvoir, c'est simplement faire semblant pour pouvoir survivre socialement. Parce qu'on est habité par cette peur. C'est mettre l'affiche de propagande à sa fenêtre, non pas parce qu'on y croit, mais parce qu'on se dit comme ça, j'aurai pas d'ennui. Ou à minima rester anonyme pour cette raison-là, voire même tuer son honneur, sa dignité dans le combat. C'est ça malheureusement qui est triste et qui marche et qui nous érode collectivement. C'est hocher la tête quand un collègue sort une énormité woke qui nous insupporte. Et en effet, moi je le vis tous les jours, mais je veux pas gâcher l'ambiance du déjeuner. Vous voyez, moi-même, il m'arrive de ne pas vouloir gâcher l'ambiance du déjeuner. Dans mes clubs de sport ou dans des endroits détendus, franchement, j'ai été identifié comme un pénible. Bon. Et donc, le problème, c'est ça, c'est de se taire, de prendre le pli de se taire, de créer cet habitus encore et toujours du silence. Et chaque silence est comme une petite brique que nous ajoutons au mur de notre prison. Václav Havel nous dit que l'acte de résistance le plus puissant, le seul qui puisse faire s'effondrer le système, c'est évidemment le contraire du vivre dans le mensonge, c'est le vivre dans la vérité. Il a l'expression toute faite avec des tirets, vivre dans la vérité. C'est l'acte de cet homme qui un jour décide de ne plus mettre l'affiche. Il ne fait pas un discours, il ne commet pas un acte de violence, il dit simplement non, je ne jouerai plus votre jeu, j'en peux plus. Cet acte, même s'il est minuscule, même s'il est isolé, est une déflagration, à vrai dire. Car il montre à tous les autres que l'empereur est nu. Il prouve que le consensus n'est qu'une illusion, il brise le sortilège, d'accord ? Le courage, nous disait justement Solzhenitsyn, ce titan qui a survécu au goulag. Ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'agir malgré la peur, qui est là, qui est réelle, qu'on ne peut pas nier. Il faut composer avec. La première conquête de tout activiste, c'est donc une conquête intérieure à cet égard. C'est la conquête de cette citadelle de l'âme, où l'on décide que sa dignité n'est pas négociable, que la vérité vaut plus que le confort, que la liberté de son esprit vaut plus que l'approbation des lâches, ou des aveugles, ou des zombies, ou des anesthésiés, peu importe, appelez ça comme vous voulez, des larbins aussi. C'est une décision terrible et magnifique en même temps. C'est le moment où on sait qu'on va devoir en payer le prix et on l'accepte. Mais c'est aussi le moment où l'on devient vraiment libre. Je donne pour ma part toujours l'exemple de cette vidéo que j'ai faite il y a 1 an et demi où je me suis dit, c'est ma mort sociale. J'ai même consulté un ami qui était un voisin dans mon village. Je lui ai dit, tiens, regarde, ça c'est un coup de gueule que j'ai poussé sur un space, mais il s'avère que je me filmais pour pouvoir faire une chronique. Bon, un format que je développais avant. J'ai dit, je la mets en ligne ou pas ? Il m'a dit, bah tu mets ça et c'est fini, quoi. D'abord, ton compte sur X va sauter et puis plein de gens vont penser que t'es cinglé. Et en fait, cette vidéo, elle a été vue plus de 25 millions de fois. Enfin, je sais pas si c'est pas les mêmes, il y a des recoupements, mais elle s'est retrouvée 3 fois diffusée sur Facebook à 4 ou 5 millions de fois, plusieurs fois sur X, plusieurs fois. Alors TikTok, ça a été l'explosion. Vraiment bon. Et donc, on savait même pas qui j'étais, il y avait juste écrit un père en colère. Bon, mais tant mieux. Le message est passé, d'autres l'ont récupéré, bon, je m'en fiche. Mais en fait, à ce moment-là, je pensais que c'était ma mort sociale. Et ce que je voulais vous dire, c'est pas tant le score qui est important, c'est le fait que je me suis senti complètement désaliéné. J'étais déjà en train de faire tomber le masque, mais je me suis dit, putain, c'est fou en fait le bien que ça m'a fait. Je souhaite ça à tout le monde, de le faire bien au bon moment, au moment où ça fait du bien. Il y a un momentum pour ça. C'est pas un truc qu'on peut faire en claquant des doigts, dire, allez-y, poussez votre propre cri du cœur ou sortez du mensonge, passez dans la vérité, là, comme ça, tout de suite, en claquant des doigts. Je peux pas vous dire que c'est quelque chose qu'on va faire en faisant l'économie d'un cheminement. Bon. Mais quand un homme se lève, il réalise que cette liberté a quelque chose de contagieux. C'est ça qui est intéressant. C'est les offres de contribution qui arrivent derrière. Les gens qui vous proposent de vous structurer. Les gens qui vous disent pas seulement bravo et la petite tape sur l'épaule. Non. Les gens qui disent comment je peux t'aider. Ça, c'est prodigieux. Et donc, quand un homme se lève, il en réveille au moins 10 autres. C'est ça mon point. Quand 10 hommes se lèvent, ils en réveillent peut-être 1000. D'accord ? C'est la seule arithmétique qui compte. La force du système, c'est notre isolement.
La force du système, c'est notre silence. Et notre force, c'est la contagion. C'est le moment où on commence à moufter. D'accord ? Alors ce soir, voilà, au terme de ce 7e point, je vous pose la question, quel est le prix de votre silence ? Demandez-vous, quel est le prix de mon silence ? On croit qu'on a gagné quelque chose, en fait, je pense qu'on le paye très cher. Quel est le prix de votre liberté ? On se croit libre et on réalise petit à petit, pour les plus éveillés, qu'en fait, on est en train d'étouffer, d'asphyxier, d'accord ? Et d'asphyxier et de condamner d'ailleurs même ceux qui vont nous suivre. Je parle des générations suivantes. Donc, lequel des deux est-ce que vous n'êtes plus du tout prêt à payer ? En ce qui me concerne, j'ai tranché. Alors, je vais enchaîner comme il est un petit peu tard et terminer ma démonstration en passant au point 8, qui consiste à réinventer le leadership. Parce qu'on en parle très souvent, quand on se retrouve dans une dynamique de création d'un mouvement démocratique, on a toujours cette espèce d'égalitarisme ambiant qui devient toxique, qui devient castrateur, dévirilisant, qui est fatigant et qui crée de la suspicion à tous les niveaux. Alors, nous y voilà. La question qui fâche, la question du chef. Notre histoire politique est hantée par cette figure de l'homme providentiel. Voilà, de Vercingétorix à De Gaulle, et j'en oublie évidemment certainement beaucoup en allant vite. Nous sommes un peuple qui aime les sauveurs, qui aime les héros. C'est d'ailleurs une part de notre grandeur, mais c'est aussi, je le déplore, une part de notre malédiction. C'est notre grandeur parce que bien sûr, dans les heures sombres, un homme sublime peut incarner le destin d'une nation. Mais c'est notre malédiction parce que cet esprit de délégation dont je parlais antérieurement est devenu la cause de notre impuissance. Nous attendons le prochain grand homme ou la prochaine grande figure féminine. Et pendant ce temps, nous ne faisons rien. Pire, les sauveurs d'aujourd'hui sont devenus les fossoyeurs de demain. À trop l'attendre, on s'est auto-castré, pour le dire clairement. La Ve République, conçue pour un géant, est devenue le jouet de pygmées et de petits uburois qui en utilisent les rouages, les pouvoirs exorbitants pour leurs intérêts privés et ceux de la caste qu'ils servent. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème systémique, structurel, que ces notions-là ne sont pas usurpées, j'exagère pas quand je vous dis ça. Alors que faire ? Faut-il pour autant rejeter tout leadership ? Et oui, parce que c'est tentant, on le voit autour de nous, le discrédit jeté sur cette élite de dépravés, de débiles légers qui entourent les plus sadiques, ce discrédit nous amène à jeter le discrédit de manière plus vaste sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à une personne qui réclamerait un peu de pouvoir. Et ça se comprend, je suis exactement pareil. Mais est-ce que pour autant il faut tomber dans le piège de l'horizontalité absolue, de ces mouvements gazeux comme, je sais pas moi, Occupy Wall Street ou Nuit debout, qui ont brillé un instant par cette espèce de purisme, de la spontanéité, de la gentillesse, de la bienveillance qui a existé entre les gens. C'était magnifique, je l'ai vécu aussi. Très indirectement d'ailleurs pour ceux que je viens de citer, mais je l'ai vécu pour les Gilets jaunes. Et tout ça, ça a brillé comme un astre merveilleux d'espoir un instant avant de s'évaporer sans laisser grand-chose. Bon, si ce n'est en effet des traces quand même qui, je l'espère, sont des jalons historiques de notre prise de conscience. Mais faute d'incarnation et de structure, on est rentré on est resté dans le statu quo. Et justement, rejeter complètement avec l'eau du bain, donc tout ce qui ressemble de près ou de loin au leader sans questionner cette notion de leadership, ce serait donc une erreur symétrique. Une armée sans généraux, je suis désolé de le dire, mais c'est une cohue. D'accord ? Un navire sans capitaine, oui, ça devient très vite une épave. D'accord ? Nous devons sortir de ce faux dilemme entre la dictature du chef et l'impuissance du chaos. Donc, puisque là, je suis en train de vous dire, de vous mettre en pleine aporie intellectuelle. Bon, nous devons inventer donc une nouvelle forme de leadership. Je suis convaincu que ce leadership existe, un leadership pour ce siècle, très particulier, un leadership qui ne soit pas forcément un pouvoir, mais qui soit un service rendu, d'accord ? Quelqu'un qui ne cherche pas des serviteurs, mais qui est votre serviteur. Un groupe peut-être, au lieu d'une personne en particulier. C'est le cœur du projet du pari de l'intelligence collective. Nous ne proposons pas un nouveau chef, nous proposons un directoire de transition. Une équipe, un collectif de citoyens dont le seul et unique rôle, après avoir gagné une élection, ne sera pas forcément d'exercer un pouvoir, mais d'organiser la restitution du pouvoir au peuple. Au lieu d'être solutionniste, comme on dit, c'est-à-dire d'avoir toujours une réponse à tous les sujets et vous fourguer un programme avec 847 bullet points dedans, 847 détails, je veux dire, pardon pour l'anglicisme, eh bien, il va vous dire, attendez, on va vous poser sur tout ce qui est décisif, sur une vingtaine de sujets régaliens, il y a tout un tas, il y a une arborescence de sujets, on va trouver une méthode pour organiser donc cette restitution du pouvoir au peuple. Donc comment ? En vous posant des questions.
en arrêtant de croire qu'on a réponse à tout. Et pour éviter qu'il y ait un Cheffaillon qui puisse à un moment donné, alors peut-être même qu'il aurait eu de bonnes intentions au départ, devenir toxique à force d'hubris, ou parce que tout à coup il s'imagine vivre sa destinée resplendissante, flamboyante de héros qui sur son destrier, le destrier de la vérité et de la liberté, et de la désaliénation, il vient vous sauver, etc. Peut-être à un moment donné ça lui monterait à la tête et on voit bien que c'est le risque. On voit bien que c'est le risque. Très peu d'hommes sont capables d'assumer cette charge. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai pas envie d'aller au casino avec une chance sur 1 milliard de gagner. C'est complètement idiot. Surtout si je mets toutes mes billes. J'ai pas envie de miser sur un système dont l'aboutissement par cette élection risque de me mettre quelqu'un qui pourrait tout à fait être dangereux et avoir accès au bouton nucléaire ou faire l'imbécile, supprimer tous les réseaux de diplomates que la France peut avoir dans le monde, suivez mon regard, et puis finalement être le seul à nous cramer à l'international pour être le seul à faire de la diplomatie. Vous voyez bien, à un moment donné, dans les arcanes du système, vous avez des gens qui en abusent. Évidemment, on ne peut plus risquer de rester dans cette structure-là. Donc, il faudrait donc, pour rendre le pouvoir au peuple, s'assurer que la mission de nos mandataires, et pourquoi pas donc de ce collectif, soit à durée déterminée. Je pense par exemple que si nous étions un collectif capable de proposer, donc comme stratégie, d'accord, une sorte de piratage, littéralement, de l'élection par exemple présidentielle, nous serions le collectif constitutionnel qui s'engagerait sur peut-être 1 an ou 2, ça reste à déterminer, de questions à poser à un peuple constituant. D'accord ? Voilà, 1 an ou 2 pour mettre en place les outils de la souveraineté réelle, c'est-à-dire, eh bien, quoi concrètement ? Vous le savez, le référendum d'initiative citoyenne sur tous les sujets évidemment décisifs et régaliens, y compris évidemment constitutionnels, et évidemment, ce RIC étant aussi constitutionnel, mais évidemment avec des outils révocatoires. Donc, je traduis pour que les personnes que l'on charge d'exécuter les programmes soient évidemment facilement révocables si elles se révèlent incompétentes ou toxiques. Bon, donc le temps d'organiser les grandes votations qui permettront de refonder nos institutions, de mettre au pas les médias corrompus qui, eux, ne tarderont pas, évidemment, à gâcher le débat et nous empêcher de nous entendre. Donc il y a une condition sine qua non pour que ça fonctionne, c'est que dès les premières questions, si ce n'est la première question posée au peuple, eh bien on décide d'installer un pluralisme effectif au cœur de tous les médias et peut-être même d'en déposséder, mais ça ne peut fonctionner que par le truchement d'un référendum en béton, eh bien d'en déposséder ceux qui en dominent la ligne éditoriale, c'est-à-dire souvent des milliardaires qui possèdent absolument tout. Bon, donc au bout d'un certain temps, une équipe comme celle-là, eh bien, s'auto-révoquerait, c'est-à-dire qu'elle mettrait un terme à ce CDD qui est le sien, elle rendrait les clés, mission accomplie. Et pourquoi je dis une équipe ? Parce qu'un directoire de transition, ce sont des gens qui se surveillent mutuellement, qui ont chacun un certain nombre de compétences, mais qui ont pour principale compétence eh bien, de s'adjurer les uns les autres qu'ils ne sont pas intéressés par le pouvoir. Et c'est pour ça que, ils ne peuvent pas tricher parce que si tant est qu'il y a un toxique ou un infiltré là-dedans, c'est quand même difficile de tromper tout le monde qu'il y a autour. Bon, donc, rendre les clés, mission accomplie, pouvoir définitivement revenu à son seul propriétaire légitime, j'ai nommé le peuple. Donc c'est une sorte de leadership abnégatif, anti-magnétisme charismatique, artificiellement fabriqué dans les médias, si vous voyez ce que je veux dire. Un leadership de serviteurs, de techniciens de la démocratie directe, authentique, dont le seul but serait de construire le système qui les rendra eux-mêmes inutiles, d'accord ? De telle sorte qu'ils puissent partir après. C'est l'exact opposé de la classe politique actuelle, dont le seul but est de préserver le système qui la rend indispensable, à tel point qu'elle se débrouille pour voter des lois qui l'arrangent toujours et qui protègent ses intérêts. Donc je vous le demande, posez-vous la question, introspectez-vous, quel type, et vraiment, même sans vous baser sur ce que je viens de dire, posez-vous la question, c'est quoi le leadership déjà à mes propres yeux ? Chacun peut se poser cette question-là, c'est pas une question facile, je vous le garantis, ça vaut le coup de débattre entre vous, etc. Et demandez-vous quel type de leader, au pluriel, voulons-nous collectivement, vraiment pour nous ? Est-ce qu'on veut des maîtres qui nous promettent de nous sauver et dont on risque de chroniquer un jour les trahisons et les manquements ou peut-être de devoir pardonner qu'ils n'aient pas pu tout faire parce qu'ils avaient fait trop de promesses ? On sait bien en France que le mensonge n'étant pas illégal, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc je pense déjà que si on réfléchit à nos maîtres actuels, franchement, il serait mal
hein, si on commençait à criminaliser le mensonge avec tout ce qui nous mente de façon éhontée. Bon, alors, est-ce qu'on veut des maîtres comme ça qui nous promettent de nous sauver, d'accord, et dont on devra diagnostiquer par la suite les trahisons multiples, ou des serviteurs qui nous donnent les outils pour nous sauver nous-mêmes? Vous voyez, la question, elle est vite répondue, mais je préfère la laisser sous forme de question. Chacun pourra y réfléchir. Maintenant, je voudrais qu'on vise ensemble, une fois qu'on a posé ce dispositif, à la fois ce diagnostic et cette offre de stratégie, de dispositif, j'aimerais qu'on vise ensemble le cœur du réacteur institutionnel, qu'on travaille sur une notion, et là évidemment je ne vais faire que l'ébaucher, on va en reparler, qu'on travaille sur une notion de refondation, de pouvoir constituant, de souveraineté. Bon, là on approche du but. On a parlé stratégie, on a parlé des outils, on a parlé d'une nouvelle conception du leadership. Ok, moi je suis allé vite, tout ça nécessite encore qu'on en parle. Mais pourquoi faire? Quel est l'objectif final? Si on essaye de gagner un peu en précision ce soir, même si, encore une fois, j'insiste, ce n'est qu'une ébauche, et vraiment, il va falloir qu'on en parle, mais est-ce simplement de gagner les élections en les piratant, en essayant de détourner ce système qui est déjà frauduleux, avec le peu de chance qu'on a d'y arriver d'ailleurs, mais pour mettre donc les bonnes personnes au pouvoir? Ben non. Ce serait retomber dans le piège que nous dénonçons nous-mêmes. Si nous gagnons avec les règles du jeu actuel, le système va nous broyer. Donc le but, c'est de hacker ce système-là. La Ve République, c'est une machine à fabriquer des monarques, pas des serviteurs du peuple. Donc changer le pilote, ça sert à rien, d'accord? Si l'avion est conçu pour s'écraser, d'ailleurs. Donc, notre objectif, je le répète, c'est pas de prendre le pouvoir, c'est de le dissoudre dans sa version actuelle, de le reprendre à cette caste que l'on va globalement congédié, il n'y en a pas un pour attraper les autres, d'accord? Et donc dégager cette caste qui nous a confisqué le pouvoir pour le restituer à son seul propriétaire légitime, le peuple, disais-je. Et pour cela, donc, il ne suffit pas de changer la loi. Il faut changer la machine à faire la loi. Il faut viser le cœur donc du réacteur. Il faut donc viser la Constitution à minima, mais pas que. L'organisation parlementaire aussi. Il faut comprendre cette distinction fondamentale que les juristes appellent le pouvoir constitué et le pouvoir constituant. Le pouvoir constitué, c'est le Parlement. Le gouvernement, il fait les lois à l'intérieur du cadre défini. Le pouvoir constituant, c'est le pouvoir qui écrit le cadre. C'est le pouvoir qui dit comment on fait les lois. Qui a le droit de les faire? Quelles sont les limites du pouvoir? C'est le pouvoir suprême. En 1789, le peuple français a exercé son pouvoir constituant. Mais depuis, il en a été dépossédé. Ça se demandait si le logiciel n'était pas truqué dès l'origine. Mais c'est un autre débat. Nos constitutions, donc, sont écrites par des comités d'experts, des politiciens, des sages. Évidemment, quand ils écrivent tout ça, une de leurs priorités, c'est de se protéger eux-mêmes, de ne pas être facilement amovibles. Le projet du pari de l'intelligence collective est d'une simplicité et d'une audace radicalement concrète. C'est que le but, c'est d'organiser la première assemblée constituante citoyenne du XXIe siècle. Il s'agit de rendre au peuple son pouvoir constituant. Le directoire de transition, c'est le dispositif, c'est la méthode de piratage que nous évoquions et qui n'aura qu'une seule mission, mettre en place le processus par lequel les citoyens eux-mêmes, par le biais de consultations, de débats et au final de référendums, écriront la constitution, alors d'une nouvelle république, et peut-être qu'on lui donnera un autre nom, peut-être d'ailleurs qu'en consultant les citoyens, ça va faire plaisir à certains qui me suivent, ils vont demander le retour du roi. À la rigueur, si les citoyens, et ça c'est notre conviction profonde, sont assez fous pour décider, alors évidemment, dans des conditions de débat quand même éclairées et éclairants, et sans la pression du narratif médiatique qui manipule tout le monde, bon, si les citoyens décident qu'ils ont envie d'avoir des tyrans, je vais vous dire, au bout d'un moment, moi je vais rentrer chez moi, je vais aller pêcher, je vais tous vous oublier. Bon, évidemment, vous me voyez venir, je ne le pense pas une seule seconde, mais c'est pas à nous de décider, c'est pas à nous d'écrire le programme. Il faut quand même qu'on soit cohérent, vous voyez? Donc, vous voyez, typiquement, une des premières questions à poser au peuple, c'est est-ce que vous voulez imposer définitivement et clairement un nouveau cahier des charges à tous les médias de France et de Navarre qui existent pour leur imposer le pluralisme et qu'ils ne puissent plus manipuler l'opinion? Je suis pas en train de vous dire que c'est facile, mais c'est la première des intentions qu'on doit mettre dans la machine. Pourquoi? Parce que sinon, tout ce qu'on fera après, toutes les consultations qu'on fera, eh bien, elles seront noyées dans la propagande de tous ces toxiques, de toute cette caste toxique qui voudra évidemment influencer le débat. Donc on est obligé d'y aller par étapes. C'est là en fait que nous,
on propose quand même une forme de chronologie et de stratégie qui peut nous être, je l'espère, profitable. Parce que franchement, sans cela, on n'y arrivera pas. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est une véritable révolution démocratique. D'accord ? Tout le reste, c'est que de la littérature, honnêtement. C'est le moment... Ce qui compte, c'est le moment où nous allons décider collectivement des règles de notre vie commune. Vous me suivez ? Alors, est-ce que nous voulons, justement, d'un référendum d'initiative citoyenne ? Est-ce que nous voulons mettre fin à l'irresponsabilité du président ? Je veux dire, vous vous rendez compte que ces gens nous mentent éhontément depuis des générations et que on n'a même pas été foutu de criminaliser le mensonge. Il y a des pays où le mensonge est criminalisé. Pour ceux qui connaissent un peu le droit, sachez-le, bon, mentir devant un tribunal en France, c'est vrai que ça fait mauvaise impression et ça va peut-être alourdir la peine. Mais vous savez que le droit français ne prévoit pas de punir le mensonge, sauf devant des commissions parlementaires, dans des cas particuliers, des commissions sénatoriales, quand on est convoqué, etc., à un certain niveau. Et vous savez que se protéger par le mensonge, notamment dans le discours public, si on estime que c'est se protéger, c'est pas en soi illégal. Vous voyez, moi, typiquement, bon, ce n'est qu'une idée en passant, mais vous vous rendez compte, moi ça me choque. C'est que n'importe qui peut dire finalement n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle cette espèce de monstre constitutionnel complètement bancal a accouché du macronisme, qui est une espèce de tissu permanent de mensonges et de vomis rhétoriques bâclés. Ils n'ont aucune colonne vertébrale. Pour eux, c'est que des mots, du verbiage qui leur sert à garder le pouvoir. Bon, c'est pour vous donner un exemple. Donc, est-ce qu'on veut continuer à... Est-ce qu'on veut inscrire dans le marbre l'indépendance des médias vis-à-vis des puissances de l'argent ? Vous voyez, typiquement, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on veut rendre le mensonge en politique criminel ? Donc, est-ce qu'on veut notamment criminaliser les effractions dans notre intégrité psychique ? J'attire souvent l'attention des gens sur le fait que en septembre 2021, un pays a tenté de faire ça et ça a tenu 2 ans avant que la corruption ne prenne le dessus et ne noie cette idée dans tout un tas de modifications poussées par des lobbies, des modifications constitutionnelles qui lui ont fait du mal. Mais le Chili, en septembre 2021, avait réussi à inscrire, tenez-vous bien, dans sa constitution, la criminalisation des atteintes à l'intégrité psychique et biologique de ses habitants. Il y avait la période Covid, qui a beaucoup joué, et les gens, en septembre donc 2021, renseignez-vous, allez chercher sur Internet, ont commencé à travailler sur les neurodroits. Que je sache, au moment où on a écrit la Charte des droits de l'homme, on ne savait pas qu'un jour, avec la neuroscience, les ingénieries sociales, les manipulations mentales, la cybernétique, le génie narratif de certains spin doctors, on arriverait à retourner le cerveau des gens, à jouer sur leurs fameux biais cognitifs. On ne le savait pas. Si on devait maintenant compléter la Charte des droits de l'homme, on dirait interdiction d'attaquer l'intégrité psychique, notamment de l'être humain, mais en priorité, déjà, à commencer ne serait-ce que des enfants. Vous voyez bien que là, tout ce qui se passe en termes d'attaque psychique sur les enfants, le but, c'est vraiment d'en faire des êtres malléables. Bon, on en a déjà parlé, je ne vais pas m'énerver sur ce sujet-là, qui est assez lourd. Et je sais qu'il vous tient aussi très à cœur. Mais vous voyez, si on commence donc à poser le cadre et à dire ça, c'est le ring démocratique sur lequel on peut reprendre un jour nos controverses, d'accord ? Je sais pas moi, un anticapitaliste peut rentrer, débattre avec un collectiviste. Peu importe. Je veux dire, si on veut pouvoir reprendre tous les débats possibles et imaginables, il faut préalablement pulvériser une bonne fois pour toutes tous ceux qui manipulent ce débat selon de bonnes vieilles techniques kabbalistiques consistant à avoir des pions infiltrés des deux côtés, des médias qui arbitrent ce débat, qui, comme le disait le président Obama lui-même, ont ce pouvoir démesuré, les médias, de démettre le curseur de là où est le bien, là où est le mal, et donc d'avoir évidemment un potentiel de distorsion sur le vote populaire, évidemment. Bon, donc on ne pourra pas faire fonctionner ça si on ne se demande pas d'abord comment rendre le mensonge en politique, je le répète, criminel. Bon, ça on n'a pas le choix. Ce sont des questions, en tout cas, dans tous les cas, toujours trop importantes pour être laissées à une poignée de professionnels, fussent-ils les génies du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel. Suivez mon regard, on n'en peut plus d'être dominé par ces petits sachants qui se foutent de nous du soir au matin et du matin au soir. C'est à nous, le peuple souverain, donc, de
trancher et de décider des règles du jeu. Oui, on va sonner la règle. C'est la fin du jeu où les règles seraient écrites par la banque, les financiers, les milliardaires, etc. C'est le moment où les joueurs deviennent à leur tour les maîtres du jeu. C'est un projet immense, vertigineux, je ne vais pas vous mentir, ça peut faire peur, et on l'a évoqué dans cette démonstration, la peur va être notre seul principal ennemi, avec l'impossibilisme, hein. Mais vous savez quoi ? On n'a pas le choix. Ce projet, c'est le seul qui soit à la hauteur de l'enjeu. On n'est pas là pour venir avec un nouveau programme, on est là pour déterminer comment nous allons refaire démocratie et arrêter de nous faire arnaquer. Se contenter de repeindre la façade de la maison qui est en feu, c'est évidemment une folie. D'accord ? N'est-il donc pas temps de redessiner les plans et de reconstruire une nouvelle maison, celle-là elle a brûlé, et de reconstruire sur des fondations saines. Voilà. On s'oriente vers la conclusion, je tente de construire un raisonnement. C'est pas évident comme ça en live, je peux un peu me viander, mais on est là aussi pour faire des erreurs qui vont tous nous faire progresser, donc vous me direz si j'ai loupé des arguments. Bon, voilà où j'en suis. Maintenant, je pose cette question. Choisir notre place dans l'histoire. La postérité va nous juger sur nos actes, les amis, et pas sur nos intentions. Donc, est-ce qu'on sera la génération qui a regardé la France mourir ? Voilà la vertigineuse, pardonnez-moi, mais la putain de bonne question qu'on doit se poser. Est-ce que nous serons la génération qui a regardé la France mourir ? Parce que c'est ça la question qui se pose. Ou est-ce qu'on sera celle qui contribue à la faire renaître de ses cendres ? Nous voilà donc, comme je le disais au terme de ce modeste parcours, 10 étapes, 10 jalons dans une sorte de carte méthodique de ce que je pense être notre reconquête. J'ai forcément oublié plein de détails. Ça fait longtemps que je parle et malgré tout, je ne peux pas avoir tout dit. On est parti du brouillard de l'impuissance, au début de ma démonstration, de la rage sourde face à un système qui évidemment nous échappe. D'accord ? Je dis collectivement. Et nous arrivons, je l'espère, donc à la clarté d'un projet. Je dois encore le clarifier et je ne vais pas être le seul. Ce collectif est en train de s'armer justement intellectuellement pour pouvoir à son tour vous armer intellectuellement. Bon, qu'est-ce qu'on a fait ? On a aussi fait un petit effort de cartographie de l'ennemi. Nous avons compris ses armes cognitives, on l'a dit, pour ceux qui étaient là, vous m'avez suivi, si vous m'avez suivi. On a diagnostiqué notre propre servitude volontaire. On a esquissé une stratégie de guérilla, en quelque sorte, qui est évidemment principalement psychologique, vous l'aurez compris. On a posé les premières pierres de nos forteresses de résilience, rappelez-vous. Bon, créer les bases arrières, vous vous rappelez ? Bon. Nous avons compris la nécessité donc de forger nos armes psychiques, de conquérir notre propre peur. Hein. Et vers la fin, là, à l'instant, je vous parlais de réinventer le leadership et viser le cœur de la machine institutionnelle. Bon, ce chemin est peut-être pas parfait, je vous le propose comme base de discussion, d'accord ? Et bien sûr, une carte ou une méthode, c'est toujours pas le territoire. Nous sommes bien d'accord. Donc un plan, c'est pas une victoire en soi. C'est un premier jalon. Bon. La question maintenant n'est donc plus que faire. Que faire, on le sait à peu près pour ceux qui m'ont écouté. On peut être en désaccord, mais si vous avez un plan nuancé, différent, voire complètement opposé au mien, au moins vous avez peut-être aussi un plan, mais vous savez que si on n'a pas de plan, ça on est à peu près tous d'accord, si on n'a pas un plan, on va refaire les mêmes conneries, les manifs en serré, s'en prendre plein la gueule, se disputer après, semer le chaos, et évidemment la caste se gaussera de notre incapacité à coaliser. D'accord ? Bon, donc tout ça on le sait. Donc la question maintenant c'est, puisqu'on sait quoi faire, c'est est-ce que nous allons le faire ? Est-ce que nous allons être capables de coaliser autour d'un plan qui soit peut-être un peu plus solide ? Est-ce que donc, en la matière, nous serons à la hauteur de l'enjeu historique qui est le nôtre ? Car ne nous y trompons pas, nous vivons un de ces moments de bascule où les civilisations se défont, meurent, ou alors elles se réinventent. Moi je pense qu'elles peuvent se réinventer. On cite souvent l'historien Toynbee, vous savez, Arnold Toynbee, qui expliquait que les civilisations ne meurent jamais assassinées, mais qu'elles meurent par suicide. Vous vous rappelez ? Elles meurent lorsque leurs élites créatrices deviennent de simples simulacres d'élites dominatrices, égocentriques et en l'occurrence, complètement dépravées et dysfonctionnelles. Elles meurent lorsque leur peuple perd sa force vitale, sa force virile, son élan,
sa foi en son propre destin. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on détruit notre spiritualité et qu'on essaye de pointer du doigt tout ce qui ressemble de près ou de loin à une masculinité. Il faut absolument les masculer, c'est le cas de le dire, et en tout cas le culpabiliser. C'est exactement là où nous en sommes. Notre caste dirigeante, quoi qu'il en soit, n'a été créative que dans ses ingénieries, mais de manière générale, elle ne crée plus rien. Pourquoi ? Parce que vous le voyez, elle ne fait que gérer. Gérer, évidemment, la dette, gérer de façon complètement dysfonctionnelle les flux migratoires, gérer le déclin, bon, évidemment, gérer sa propre carrière. Vous savez, comme le liquidateur judiciaire qui, avant de pousser une boîte à déposer le bilan, se fait un chèque à lui-même parce qu'il se met dans ce qu'on appelle les créanciers prioritaires, quoi, hein. Il y a tout un tas de scandales comme ça dans les tribunaux d'entreprise. Et puis nous, le peuple, nous oscillons entre la dépression et l'émeute, quoi, hein, d'accord ? Entre la résignation et les jacqueries sans aucun lendemain. Ce moment est terrible, mais il est aussi une chance inouïe, les amis. Parce que c'est dans ces moments de chaos que tout redevient possible. C'est quand les vieilles structures s'effondrent. Parce que là, on ne parle pas de trous d'air démocratique, de vagues dysfonctionnements temporaires avec des changements de programme. Là c'est la structure qui s'écroule. La structure, elle s'effondre. La structure. Elle le sait d'ailleurs. Et elle tente de faire la prise de judoka qui va lui permettre de refabriquer le monde dont elle a elle-même besoin pour continuer de nous dominer sous une autre forme. Mais en fait, à ce moment-là, on peut peut-être négocier de reconstruire nous-mêmes du neuf. Et je sais, c'est difficile d'y croire. Il va falloir vraiment s'enlever les doigts du derrière. Je suis désolé d'être vulgaire, mais franchement, c'est la seule chose à dire. Donc le choix qui s'offre à nous est d'une simplicité biblique. Soit nous acceptons le destin du dernier homme prophétisé par Nietzsche, vous savez, cet homme méprisable qui ne cherche que son petit confort nihiliste, qui a inventé le bonheur et qui cligne de l'œil, disait-il, hein, expression de Nietzsche, il cligne de l'œil, satisfait de sa propre petitesse. Soit nous décidons de redevenir des hommes capables d'enfanter des étoiles dansantes. Des hommes qui portent encore en eux un chaos, une fureur, une ambition, l'ensemble étant bien canalisé par une stratégie. Le choix est entre la gestion de notre propre hospice et la construction de notre renaissance. Entre la servitude confortable dont nous parlions avant et le péril, évidemment glorieux, de la liberté. Ce combat n'est peut-être pas pour nous. Non, je pense qu'il est peut-être pour l'héritage que nous allons laisser derrière nous. Pour ceux, d'ailleurs, en hommage à eux, pour ceux qui nous ont précédés et qui nous ont légué ce trésor et que nous laissons péricliter. Et oui, parce que ça tombe sur nous, je suis désolé de vous le dire, ça tombe sur nous et on n'a absolument pas d'autre choix que de regarder cette réalité en face. Pendant qu'on diagnostique et qu'on ne fait pas grand-chose, on se défausse sur les autres. Et on est bel et bien en train de regarder ce trésor péricliter. C'est donc un combat pour nos enfants, parce qu'il nous sera peut-être partiellement fatal, pour qu'ils n'aient pas à vivre dans le monde de contrôle, de surveillance, de grisaille que la caste nous prépare pour son propre confort et sa propre prospérité. L'histoire, avec une majuscule, avec un grand H, ne nous demandera pas si nous étions de droite ou de gauche. Hein. Elle nous demandera où étiez-vous quand tout ça s'est joué ? Quand le sort de l'humanité s'est joué ? Qu'avez-vous fait ? Ce soir, cette nuit, en discutant, en prenant le risque de ce live un peu particulier, je ne suis pas là pour vous offrir une certitude. Hein. Par contre, je fais partie de ceux qui vous offrent un combat. Je ne vous offre pas un sauveur. Non, je vous offre une responsabilité. C'est à vous, c'est à nous d'écrire la suite de l'histoire. Voilà, chers amis.